Hello, bienvenue sur Gizmo. On va commencer cet épisode avec une annonce un peu spéciale et je suis très contente de le faire. Ça va être la première pour Gizmo. Je vais lancer un apéro pour pour tous ceux et celles qui veulent se rencontrer, partager une bière, discuter de 3D, mais pas que. Évidemment, ça va se faire sur Paris. Donc, si vous êtes sur Paris et que vous êtes chaud pour qu'on se voit, je vous mets le lien dans la description et puis vous me direz si vous pouvez venir. Vous aurez tous les détails si ça vous tente de nous rejoindre et qu'on se voit. Deuxième surprise de l'épisode. Cette fois-ci, ce sera pas un tête-à-tête, mais un triangle. Je suis accompagnée de Cyril et Benjamin. Je suis très contente de vous accueillir, les gars, et ça va être, à mon avis, un très bon épisode. Un épisode un peu spécial, parce qu'on va devoir un petit peu se partager la parole. Ça va commencer dès les présentations. Qui veut commencer, Cyril ou Benjamin, pour vous annoncer? Vas-y Cyril. Ok, j'y vais. Alors, Cyril, vas-y, Ok, présente-toi salut. et dis-nous un petit peu ce que vous faites. Écoute, moi c'est Cyril Corvazier, donc contrairement je pense à pas mal de personnes que tu as passé dans ton podcast, moi je suis un développeur, donc je suis plus un programmeur, pas un programmateur. Euh, et du coup depuis toujours je consacre mon temps à faire des outils pour les artistes, donc dans le jeu vidéo, dans l'animation, les effets spéciaux, voilà. Et sans doute parce que je suis un peu frustré de ne pas être un artiste moi-même. Mais voilà. Donc moi c'est Cyril. Eh ben moi c'est Ben, Benjamin Legros. Je suis comme Cyril aussi, un développeur, programmeur, euh, passionné à l'origine de 3D, pas forcément d'outils, mais c'est venu avec. Et voilà, à peu près le même profil que Cyril, moins artistique probablement que Cyril. Mais travailler avec les artistes, ouais, en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais le côté fabriquer des outils pour les artistes, c'est venu après, et voilà, ça fait vraiment partie du boulot. Voilà. Et votre point commun à tous les deux? Développeur. Normalement, c'est une question facile. On en a pas mal alors. Déjà on est barbu, Ouais, bien. comme 80, comme 80% de la boîte. Euh, Vous travaillez quand même ensemble, ça peut être un p ouais, alors ouais, on travaille ensemble depuis longtemps. On bossait avant l'aventure Mercenaries Engineering, et on bossait avant dans une boîte de jeux ouais. vidéo. Et donc ensuite, on a décidé de monter cette société, Mercenaries Engineering, qui est une société d'édition de logiciels et qui édite en particulier Guerilla et maintenant Roomba, des logiciels que les Français connaissent en général, les étrangers un peu Mmh. moins. Mais et, euh, ouais, voilà, du coup, on a ça en commun, c'est qu'on est cofondateur de Mercenaries, tous les deux. Et aussi, on a fait de la démo scène aussi avant l'aventure avant l'aventure Mercenaries, où on faisait des démos. Je sais pas si tu connais ce Non. domaine-là. Ouais, c'est un truc assez intéressant. Alors ça existe toujours, hein, c'est des concours qui sont organisés. Alors ça a commencé dans les années 90, je dirais, peut-être un peu avant même, Ben. Ouais, à peu près les années 90, ouais. Et l'idée c'était de faire. En fait, historiquement, c'était lorsque tu avais un jeu vidéo craqué sur ton vieil ordinateur, ton Atari, ton Amiga, ton C64. Le cracker qui avait enlevé la protection du jeu pour que tu puisses le copier, on puisse copier la disquette. Mmh. Il mettait une petite intro graphique avec du son, de la musique, des textes où il saluait les autres crackers, etc. Et de fil en aiguille, cet exercice de style est devenu une sorte de concours, et c'est devenu un domaine à part entière qui est toujours présenté dans les démos parties. Donc c'est des grandes messes qui se passent sur un week-end, souvent en Europe du Nord. Il y en a un peu en France. Donc les plus grosses, elles sont au Danemark ou en Finlande. Et oui, tu as des milliers c'est principalement des mecs, de personnes qui viennent s'affronter dans des concours comme ça, de code, de graphisme, de musique, et un petit peu à l'ancienne, un petit peu low-tech, quoi, avec des ordi 8 bits souvent, ou des choses, ou des contraintes de taille exigeantes. Donc par exemple, tu fais une démo, donc tu fais une sorte de vidéoclip avec de la 3D, du son,
de la musique et ça doit tenir dans 4 Wow. kilooctets, par exemple. C'est des choses comme ça. C'est des concours qui existent, qui sont les plus intéressants aujourd'hui à mon sens. Et voilà, et du coup, on faisait un peu ça aussi avant de bosser. Et dans nos premières années de boulot, on a fait un petit peu de démo aussi. On s'est rencontrés aussi par ce biais-là. Et Ben en particulier a gagné une démo partie assez connue, une des plus grosses du monde, avec une démo sur Amiga. Voilà, j'aime bien dire ça. Ouais, c'était en Voilà. 96, c'était il y a très très longtemps. Mais oui, C'était dans l'autre effectivement, millénaire. c'était sur des vieux ordinateurs enfin aujourd'hui vieux, qui sont 1000 ou moins 1000 fois plus lents, moins rapides que ce qui existe aujourd'hui. C'était un autre genre de challenge, c'était assez rigolo, quoi. Ouais. On dormait pas pendant 3 jours et c'était parti, quoi. Voilà, bon. C'est des présentations interactives. C'est vraiment dans ce cadre-là de ces démos où vous êtes en fait rencontrés et vous avez fait connaissance. Alors je pense que techniquement c'est la première fois qu'on s'est vu sur une démo partie. Et ensuite on a bossé ensemble dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Nevrax, hein, qui avait un super projet de MMORPG qui s'appelait Rhizome à l'époque. On a bossé là-bas 5-6 ans ensemble. Et moi je suis arrivé là-bas en 2000 je crois, ou 99. Et Ben est arrivé aussi à peu près dans ces eaux-là. Et c'est là qu'on s'est rencontrés vraiment, qu'on a commencé à se fréquenter pas mal. Et c'était complètement fou parce que c'était une boîte où on avait plein d'argent pour faire un jeu vidéo. On savait pas trop où on allait, mais c'était chouette. Il y avait plein de monde, tout le monde avait moins de 25 ans. C'était 5 années assez intéressantes. Et dans cette boîte-là, vous étiez à la fois des développeurs et il y avait des graphistes aussi, et tout le monde était Mhm. mélangé pour collaborer pour faire ce jeu vidéo, c'est ça? Exactement, ouais. Donc il y avait beaucoup de graphistes, il y avait aussi des concept artistes qui étaient hyper forts, qui ont dessiné au début des bibles graphiques pour les différents univers du jeu qui étaient vraiment impressionnantes. Il y avait des sections donc animateurs, graphistes pour le terrain, pour les décors. Euh, il y avait des programmeurs, il y a beaucoup de programmeurs répartis en différentes équipes, intelligence artificielle, 3D, gameplay, enfin, un truc classique quoi. Mais c'était quand même il y a un moment quoi. Tout n'était pas encore balisé comme aujourd'hui. Enfin, pas aussi bien balisé qu'aujourd'hui. On savait pas vraiment euh, tout le temps où on allait quoi. Ouais, ce qui est un petit peu particulier avec les jeux vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de programmeurs, hein, comparativement à ce qu'on trouve en production, d'animation ou d'effets spéciaux. Dans les studios, il y a à peu près autant de programmeurs que de graphistes, ce qui est jamais le cas sur un Mhm. floor d'animation ou d'effets spéciaux, quoi. Donc c'est assez particulier et du coup les interactions graphistes-programmeurs, elles sont très fortes. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant sur le jeu vidéo spécifiquement. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment super. Mm. Vous pouvez développer peut-être durant cette expérience-là, ce que vous avez peut-être appris justement de bosser avec d'autres graphistes où c'est beaucoup plus enrichissant et ces échanges sont beaucoup plus multiples que dans l'industrie des VFX par exemple. Ouais, euh, par exemple, dans le jeu vidéo, enfin, en tout cas au tout début, parce qu'avant ça j'avais bossé chez Delphine Software, c'était un petit éditeur français que j'adorais. C'est eux ils avaient fait tous les jeux auxquels je jouais et c'est le premier CV que j'ai envoyé chez eux et j'ai eu la chance d'être retenu. Et, et, le, et chez ces gens-là, donc les jeux, ils sortaient encore de plateformes qui étaient, de machines qui étaient assez enfin, faibles en performance. C'était à l'époque de la PlayStation 1, c'était juste après l'Amiga, l'Atari. Et ils avaient cette habitude de faire des choses donc très techniques, très bas niveau. Et les graphistes étaient comme ça. Je me rappelle de certains graphistes qui, tu leur donnais la blague c'était tu leur donnes un éditeur hexadécimal et ils te font un super graphe avec, ils peuvent se débrouiller avec n'importe quoi. Ils sont tellement habitués à avoir très peu d'outils et travailler avec des contraintes énormes, des contraintes techniques sur la 3D ou même sur la 2D énormes. Parce qu'au début, il fallait imaginer les contraintes, c'est que des sprites. L'image fait 320-200 et la palette et on peut faire des persos de couleurs différentes, mais il faut changer les 4 couleurs de la palette quoi. Donc les gens ont commencé avec ce genre de contraintes là et
Et ils étaient donc à la base très techniques et très sensibilisés aux contraintes techniques, quoi. Je pense que c'est des choses aujourd'hui qu'on perd un peu parce qu'aujourd'hui les contraintes, les contraintes sont de moins en moins présentes et les technologies sont vraiment bien foutues et les graphistes ont de moins en moins de pression. Bon, ils en ont toujours, mais ils ont de moins en moins de pression sur les contraintes techniques. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, ouais. Enfin voilà, ouais. Donc il y a ce côté-là, on apprend vite à distinguer les graphistes qui vont être un peu plus techniques, qui vont comprendre un peu les contraintes, et puis ceux qui vont être un peu moins, qui vont être plus dans l'art, plus dans la, qui vont avoir plus un œil que d'être technique. Et souvent, bah, certes, les premiers vont se retrouver TD souvent, où ils vont avoir une charge plus, ils vont être mis à contribution pour développer des outils de production, par exemple, ou aider techniquement les autres artistes qui sont plus dans la, qui ont plus un œil ou qui ont plus une approche artistique. Et des fois, tu en as qui ont les deux. Donc là, c'est les perles Le petit rares, combo. c'est ceux qui sont capables de faire leurs propres outils et en plus qui ont un super œil. Et, Ouais, alors, ouais. quand ils se retrouvent à avoir un super œil, être super technique, voient même à se mettre à développer leur propre techno, leur propre truc. Euh, Là, c'est le pactole, hein, c'est le truc un peu fou. Ouais. Alors là, on l'a mauvaise parce qu'il faut quand même qu'il nous laisse un peu de place. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et dans ce type de production, qu'est-ce qu'on attend de développeurs, de jeux vidéo et comment ça s'articule par rapport à des graphistes? Parce que, tu as, je pense, abordé toute la partie, comment les graphistes le vivent et comment, vous interagissez avec eux. Mais, quelle est la place qu'on donne, en fait, au développement en jeu vidéo, qui est peut-être un peu moins, segmenté ou en partie, mais peut-être, toujours, en fait, à flot avec la production où vous devez, sans cesse, interagir pour trouver des solutions en direct? Ouais, bah, dans le jeu vidéo, bon, je vais pas dire ce que je vais dire, c'est peut-être un peu anachronique parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, hein. Moi, maintenant, ça fait près de 15 ans que je bosse sur Mercenary, donc Mmh mh. on fait plus de jeux vidéo concrètement. Mais à l'époque, le, le, il y a deux choses. C'est-à-dire on est moins, effectivement, on est plus sur un projet à long terme où on est moins dans l'urgence du quotidien. Il y a une partie du développement qui consiste à développer la technologie, donc le bas niveau. Donc à l'époque, on développait tout, le moteur de rendu, tout ce qui. On partait vraiment avec très peu de Mmh. briques comparé à aujourd'hui. Lorsque tu démarres, si tu démarres avec un moteur de jeu, tu démarres avec énormément de choses. Tu as déjà de la dynamique, tu as déjà plein de trucs qui fonctionnent. Donc nous, on fabriquait déjà ces briques-là. Donc ça, on savait à peu près ce qu'on devait obtenir. On avait des allers-retours avec les graphistes pour être sûr que ce qu'ils allaient devoir faire, qu'ils allaient pouvoir faire ce Mmh qu'ils mh. allaient devoir faire. Il y a toute la partie aussi export donc ils travaillaient à l'époque, on travaillait dans 3ds Max, donc il y a toute la partie, il faut qu'il y ait des outils dans 3ds Max pour pouvoir faire le contenu nécessaire et pouvoir l'exporter ensuite dans le moteur. Il faut qu'ils puissent voir vite, qu'ils puissent voir rapidement dans le moteur ce que ça donne. Ça aussi, c'est un problème parce que la qualité de ce qu'un graphiste sort, elle dépend de nombre d'itérations qu'il est capable de faire. Donc si c'est très long de voir le résultat de ce qu'il a fait, il va avoir du mal à obtenir de la qualité parce que les itérations sont très longues. Donc il y a tout ça un peu qui est en compte. Donc il y a deux parties. Il y a vraiment la partie développement de fond, moteur, où là les programmeurs sont un peu dans leur monde parce que c'est vraiment des choses très techniques. Et c'est du développement à long terme, il faut que ça marche, que ce soit robuste. Et ça va être long à faire. Et après, il y a un petit peu la partie outils, où là, tu es plus en interaction avec le graphiste, tu comprends mieux ce qu'ils veulent. Et, et donc ça, c'est un aspect qui est plus présent lorsque tu es développeur dans un studio, pas Mmh comme nous, mh. hein, parce que nous, on est développeur une société d'édition de logiciels, donc on bosse vraiment sur le long terme, on bosse sur des projets, voilà, sur des projets de 10-15 ans. Mais nos confrères programmeurs dans les studios, eux, ils sont dans le quotidien à faire des outils de productivité, à faire du pipe, à faire en sorte que les choses aillent d'un bout à l'autre. Puis il y a des urgences à gérer en production, voire, ce qui est super sympa, développer un petit truc pour un plan, pour un effet, développer un truc dans Houdini un peu technique pour obtenir l'effet qui était souhaité par le réalisateur. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est rarement le gros du boulot, quoi. Ouais. Je sais pas si tu vas rajouter quelque chose, Ben.
Ouais, bah, moi, ce que j'ai vu principalement, alors, j'ai pas fait de 3D quand, on bossait dans le jeu vidéo, j'ai fait du réseau. C'était une partie de la frustration que j'avais j'avais fait du jeu vidéo pour faire de la 3D, je voulais faire ça et j'étais un peu frustré parce que j'avais fait que du réseau et ce qui a motivé, ce qui a motivé, ce qui m'a motivé de participer avec Cyril à la fabrication de Guerilla, de commencer par ça. Mais ouais, toute la partie tooling, enfin, de fabrication d'outils pour les graphistes, en fait, ça, j'y ai pas participé immédiatement, mais je l'ai vu marcher sur le floor de la boîte de jeu. Et ça, je trouve ça inspirant, quoi. Vraiment de créer un outil, d'avoir une interaction immédiate. Venant du côté démocène où on fabriquait des objets qui tournent en temps réel, mais qui sont pas interactifs, ben finalement, je connaissais pas ce côté on fabrique des outils pour les graphistes. Et à la fin, c'est eux qui fabriquent l'objet nous envie de voir. On fabrique le marteau, le tournevis pour les graphistes, mais de voir l'objet fabriqué à la fin, le vrai objet qu'on a envie de voir, ça c'est un peu magique, ça. Donc c'est notre partie, enfin c'est la partie que du coup maintenant j'aime aussi en grande partie dans la fabrication d'outils pour l'animation, ouais, carrément. Je sais pas si je réponds très bien à ta On est parti question un à petit l'origine. si, très, Ouais. très bien, très, très bien. Je me dis juste qu'on est parti un tout petit peu, toute balle et à fond et je vous ai pas, à tous les 2 demandé un peu votre sensibilité, mais si on a quand même parlé pas mal de jeux vidéo et à travers les démos, parce que c'est quand même un truc de niche, on a quand même compris que vous étiez 2 fous de jeux vidéo et que vous étiez tombés, un peu tout petits, dedans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça et à faire ce métier-là et peut-être au fond de vous, c'est quoi votre rêve le plus profond et qui vous aujourd'hui vous drive et vous motive à faire ça? Ah bah, c'est une bonne question. Moi, alors, alors dans la démo, souvent je me dis, c'est un truc que je me demandais souvent et souvent je me suis dit, les scènes de tunnel de Star Wars, c'est l'inspiration de 90% des démos qu'on voit, où tout le monde essaye de refaire une scène de tunnel de Star Wars. Donc je pense que le fait de, ouais. Donc moi je suis de 76, donc j'avais genre 6-7 ans dans les premiers Star Wars. Et Star Wars, ça a été quelque chose d'énorme pour nous, enfin pour moi en tout cas, et je pense pour toute ma génération, où on s'est tous mis je sais pas, à la SF. Euh, et puis après, bah, la première micro, les premiers jeux vidéo où il y avait la 3D, où on avait l'impression que, enfin, nous, les premières fois qu'on a vu des murs, même pas avec des textures, hein, juste des murs bouger comme ça, et on avait l'impression d'être en VR. Bah, c'était Ouais. ultra cheap, hein, c'était encore une fois 320 200 et pas de texture, rien. On était comme des dingues. Nous, on voyait déjà, on avait l'impression d'être dans un truc photoréaliste d'aujourd'hui. Alors, on imaginait, enfin voilà, on imaginait que ça allait aller dans cette direction. On était super, super enthousiaste pour ça. Et donc ouais, il y a toujours eu le jeu, il y a toujours eu ça. Après rapidement, moi, enfin rapidement, vers je sais pas, vers 16-17 ans, j'ai mis ça un peu de côté pour produire des choses, pour programmer. Et là, j'ai commencé à programmer et je me suis jamais arrêté. Et là, à ce moment-là, j'ai un peu moins joué. Et le gaming, je l'ai mis un petit peu de côté. Je jouais un petit peu, mais j'étais pas un gros gamer. Et dans la scène démo, le gaming, c'est mal vu, quoi. Parce que la LAN party, c'est l'ennemi de la démo scène. C'est les gens qui viennent pour jouer. Les démo scènes, c'est les gens qui viennent pour fabriquer. C'est pas, c'est pas pareil. Mais j'adore le gaming, hein, mais je suis pas un gamer du tout. Mais je joue un petit peu, mais je joue à des vieux jeux, des vieux jeux vintage en pixel, quoi. Mais voilà. Et du coup, ouais, enfin, ouais, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Ben, si tu veux. À la fin de l'expérience Nevrax là, de jeux vidéo, on venait de voir Le Seigneur des Anneaux, on venait de voir de Golem dans Le Mmh. Seigneur des Anneaux, le premier personnage un peu devant la caméra qui fonctionnait bien. On a vu, je crois qu'il y avait King Kong aussi, ou les premiers Matrix à ce moment-là, c'était de 2005, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Mais sûr, on venait de voir Golem dans Le Seigneur des Anneaux, qui pour moi était vraiment quelque chose de marquant. Alors, aujourd'hui, il a un peu vieilli, bien sûr, mais à l'époque, c'était vraiment un acteur virtuel devant la caméra, ce qui était hyper rare et crédible. Et ça m'a. À ce moment-là, je me suis dit,
enfin, le sentiment que j'avais, c'était, moi, ce que j'aimais, c'était faire des moteurs 3D, développer des technologies pour faire du rendu d'image. Et dans le jeu, on était loin de ça. Et moi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire du code qui fait ce genre d'image, qui on obtient cette qualité-là. Et du coup, et comme j'étais moins dans le game, euh, c'est là où je me suis dit, j'ai envie de faire de l'animation, j'ai envie de faire du VFX. Et j'ai commencé à développer Guerilla le soir dans mon coin. Après, Ben est arrivé très rapidement, il m'a rejoint très rapidement. Mais c'est plus cette envie-là, en voyant ces images-là, et surtout, ouais, c'était Golem. En voyant ça, je me suis dit, bon, là, le jeu, il en est loin. Bon, ce qui n'est pas vrai, hein, aujourd'hui, le jeu, il serait quasi capable de faire ça en temps réel. Mais à cette époque-là, on en était encore loin et j'avais envie de ça, j'avais envie de faire des images de cette qualité-là. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à. J'ai démarré le projet Guerilla, bah, c'était rien, hein, le soir, un petit moteur de rendu pour essayer de faire un court métrage 3D. Donc je me suis mis dans l'idée de faire un court métrage 3D d'abord. OK. Et puis en bon programmeur, je me suis dit bah tiens, je vais faire mon moteur de rendu pour faire mon court métrage 3D. C'est tellement une phrase de programmeur, ça. Et donc j'ai jamais fait le court métrage, mais j'ai fait le moteur de rendu. Voilà, en gros. Donc je pense que voilà, je suis pas du tout réalisateur, je suis pas du tout graphiste. J'ai beau essayer, c'est pas, c'est, la programmation revient de toute façon et en fait je programme quoi. Voilà. Donc du coup, de fil en aiguille, le soir, je me suis mis à. Bah, je bricolais un peu dans 3ds Max à l'époque, c'est ce qu'on utilisait dans la boîte de jeu. J'essayais de faire des images, j'obtenais rien de, d'intéressant facilement, enfin même avec de l'effort. Du coup, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que Pixar fait pour faire ces images? C'est des leaders de l'animation. Je regarde ce qu'ils font. Ah, ils ont leur propre truc, ça s'appelle Renderman. Ah, comment ça marche? Ah oui, en fait, c'est une sorte de norme, c'est une sorte de standard. On peut écrire soi-même son moteur de rendu qui suit ce standard. Tiens, si je faisais mon moteur de rendu qui suit ce standard, etc. etc. Et c'est comme ça que ça a commencé, en faisant une sorte de petit renderer qui était dans le standard de Renderman, de la spécification qui avait été proposée par Pixar à l'époque. Et de fil en aiguille, je me rends compte que c'est super Renderman, mais c'est quand même très compliqué à utiliser. Et je me dis, bah, peut-être un truc à faire, c'est de faire une sorte de Renderman, mais plus facile à utiliser, OK. quoi. Quelque chose de plus simple. Et c'est comme ça que ça a vraiment. Enfin, ça, c'était l'idée de départ, de se faire un Renderman plus simple à utiliser. Et, et c'est par ça qu'on a commencé, du coup. Plus simple parce que tu avais des retours, de graphistes qui le trouvaient un peu dur à appréhender ou toi, d'un point de vue Bah extérieur où alors, tu l'ouvrais, tu te disais: «Mais, en fait, on n'y comprend rien», alors, voilà, il faut se remettre dans le contexte. Renderman en 2005, c'est quelque chose de très technique, très très compliqué. Il n'y a pas encore le path tracing, donc chaque effet que tu veux faire, les ombres, les réflexions, chaque truc que tu veux faire est une technique en soi. Donc il y a une astuce pour chaque type d'effet que tu veux obtenir. Et même en les maîtrisant toutes, aujourd'hui on se rend plus compte de ça parce qu'on fait tous du path tracing, on fait tous pareil, et c'est bien. Et on a eu des images très convaincante très facilement. Mais à l'époque, pour avoir des images encore moins convaincantes que ça, il fallait y passer beaucoup de temps. C'était très compliqué. Et c'était très. Enfin bref, voilà. Et c'était loin à rendre, etc. Et, et du coup, ouais, c'était ultra technique. Et le. Et du coup, il y avait, enfin, j'exagère un peu, mais il y avait presque du code à taper dans cette situation pour arriver à obtenir ce qu'on voulait faire. Et du coup, je me suis dit, bah, on va faire quelque chose de plus joli avec une interface, un truc moderne pour les graphistes qui savent pas programmer, qui n'ont pas envie de gérer des fichiers RIB, des trucs techniques qui n'avaient pas d'intérêt en soi. Et, et comme moi, je venais, voilà, j'avais cette démarche d'essayer de faire un film. J'essayais de trouver un techno pour le rendre. J'y arrivais pas, c'est qu'il y avait un souci, quoi. Donc c'est comme ça a commencé comme ça. Bah, en fait, dans le cheminement, c'est la première fois que que je voulais faire de la 3D, c'était en regardant les fameux intro cracks de jeux vidéo. Cyril en parlait, c'était la démo scène. Mon pied là-dedans, je voyais les intro cracks, je voulais faire pareil. Euh, à la fin, je lançais, je mettais des disquettes de jeu juste pour regarder les intro cracks, même plus pour jouer au jeu. Et du coup, je voulais faire ça. Donc j'ai fait de la démoscène et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire des images 3D, quoi». Alors c'était à l'époque, j'avais pas de ça existait pas encore trop les images 3D, dans les films. Il y avait des effets spéciaux, des choses comme ça, mais je les voyais on en voyait peu. Heu
Ouais, bon, Toy Story, peut-être, des trucs comme ça. Mais Toy Story, des films d'animation. Je sais pas pourquoi, à l'époque, ça m'intéressait pas. Donc pour moi, le chemin OK. logique, c'était animation, animation 3D temps réel, donc jeux vidéo. Et pas du tout en lien avec l'animation. En fait, c'est quand on s'est rencontré avec Cyril donc dans cette société de jeux, la Nevrax, et que surtout sur la fin, en fait, Cyril a commencé à développer son moteur de rendu pour faire des films d'animation qu'il a jamais fait. Que je me suis vraiment dit, en fait, j'ai pas besoin particulier de faire du jeu vidéo. Finalement, là, je suis dans le jeu vidéo, je fais du réseau, je comprends pas. Et ce que je veux faire, c'est de la 3D, en fait. Et que ce soit de la 3D temps réel ou pas, peu importe. Et le côté faire de la 3D pas temps réel, finalement, permettait de s'abstraire de certaines contraintes, comme par exemple, ben, il faut que ça tourne à 30 Mmh images mh. secondes, 60 images secondes. Et tu sais que à chaque fois que tu coupes, chaque fois que tu dois tourner à 30 images secondes, tu vas couper des coins et tu vas pas sortir la plus belle image que tu peux faire. Donc et ensuite, bien sûr, sont arrivés l'intérêt pour les films, les effets spéciaux, ouais, et après, ensuite, les films d'animation, me disant, d'accord, mais comment ils font ça et comment je peux reproduire ça comment je peux... Enfin, finalement, simplement l'objectif de faire des images 3D, de fabriquer du code qui fabrique des Ouais. images 3D, cet objectif-là bah, m'a juste simplement décalé de cible et plus du temps réel, mais vers du précalculé pour se sortir les plus belles images du monde, quoi. Ouais, ouais, obligé, ouais, obligé. Sinon, ça sert à rien, c'est dommage. Et comment, tu as rejoint le projet de Cyril qu'il avait commencé, tout seul, un soir, sur un coup de Ouais. tête ou sur? En fait, du coup, à ce moment-là, nous 2, on était partis de la boîte de jeu. Il y avait eu un plan de licenciement économique. On avait dit: «Vas-y, on part». Et moi, j'étais au chômage et je le voyais qui trimait sur son logiciel et j'avais plein de temps. J'avais un temps de dingue. Et je me suis dit: «Ben, vas-y», et Cyril, en même temps que je pensais à ça, Cyril m'a dit: «Vas-y, tu me filerais pas un coup de main?» Je dis: «Bah, ouais, ouais, bien sûr». Donc on a commencé chacun de notre côté, chez soi, chez l'un et l'autre, chez nous-mêmes. Et voilà, on commençait à bosser, comme ça et tester des trucs, en fait, hein. Au début, c'était même pas un éditeur, il y avait rien de visuel, on avait des scènes, qui sortaient de Maya et on les convertissait comme on pouvait dans un format dans lequel on pouvait faire rentrer ça dans un truc en ligne de commande. C'était brutal, c'était vraiment brutal et c'était de l'expérimentation, quoi. Ça, c'était un peu magique, quoi. On expérimente des trucs, ça marche pas, comment on peut faire? Ça marche jamais, enfin, Mm. faut y aller, faut manger le truc et apprendre, quoi. Là, c'était vraiment l'apprentissage, Mmh. une période d'apprentissage. C'est toujours de l'apprentissage. On continue toujours d'apprendre. Je vais peut-être un peu trop loin, hein, tu me coupes, t'hésites pas. Mais cette période-là où on démarrait, on connaissait des choses en 3D et on repartait d'un niveau où on connaissait rien, en fait. C'était vraiment magique, ce moment-là, ouais. Donc c'était pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment, piloté par l'envie de découvrir, d'apprendre, d'apprendre comment on fait des images de films, quoi. Ouais. Si je grossis le trait et je rebondis sur ce que tu disais, Cyril et le tout début, tu avais envie de faire mieux que Renderman. C'est-à-dire, le moteur qui est quand même développé, par Pixar avec, 2 mecs dans une chambre, qui recommencent un peu de zéro. Je grossis le trait, hein, je dis, hein. Qui recommencent de Ouais, zéro, heu, c'est vrai c'est que je rétrospectivement, ça fait un peu, ça fait un peu- Non, mais c'était un peu l'idée, hein. Euh, je pense pas on n'a jamais été trop dans la démarche de forcément d'inventer quelque chose de radicalement différent. Enfin, en tout ouais. cas, d'inventer une rupture technologique dans le rendu, ce qu'on n'a pas fait, ce que très peu de personnes ont réussi à faire. Mmh mh. Mais on était plus dans le fait de rendre ça user-friendly, je pense. Je pense que c'est ça le sujet de nos produits. C'est plus
Bon, honnêtement, il y a très peu de gens qui ont réussi à créer des ruptures significatives. Tout le monde travaille un peu à améliorer ce qui a été fait avant. Il y a eu des ruptures dans le domaine. En tout cas, si on parle de Guerilla, il y a eu des grandes ruptures. Alors c'est marrant parce qu'avec Guerilla, on a fait tout le. Donc du coup, on a commencé à bosser comme ça le soir hein, pour parler un peu de la genèse du projet. On a commencé un peu à travailler comme ça et donc le premier investisseur c'était Pôle Emploi, un pote qui a un PE. Et de fil en aiguille, on a fait un peu de freelance quand même parce qu'il a fallu quand même qu'on gagne un peu d'argent au départ. Donc on faisait du freelance sur d'autres trucs. On a fait un simulateur de vol, enfin ça n'a rien à voir. Et, et du coup, un jour, on a trouvé un premier client pour Guerilla qui était déjà bien avancé. Donc là, il y avait une interface. Assez rapidement, il y a quand même l'idée de l'interface, d'avoir une interface dédiée au rendu qui est arrivée. Même si on savait pas encore bien ce qu'on voulait faire dedans, mais il y avait une interface, voilà, pour travailler le rendu, pour le lighter, quoi. Un moteur de Attends, rendu. je te coupe, ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux faire vraiment le tout basique, le noyau que vous avez au début créé. C'était quoi un Ouais. peu dans votre to-do pour que ce soit au minimum exploitable ou qu'en tout cas les gens commencent à saisir votre idée? Tu parles d'interface, il y avait le moteur de rendu aussi. Voilà, en gros, il y a vraiment deux grosses parties si on schématise. Il y a donc une techno qui permet de rendre des images. Donc c'est Ouais. tout le code qui permet d'ingérer les données que le graphiste a préparées et de rendre les images et de sauver les fichiers. Et à côté de ça, une interface pour travailler le rendu. Donc on s'est dit à ce moment-là, quand même assez rapidement, on va peut-être faire un soft séparé pour travailler le rendu. Ça vaut le coup parce que au lighting, au département de lighting, c'est quelque chose qui est compliqué le lighting parce qu'on récupère du travail de toutes les équipes qui a été fait différemment dans différentes équipes. C'est tout le contenu final, donc l'anime final, les effets spéciaux finaux, les effets de caractère, les cheveux, les vêtements, tout est terminé quoi. Donc c'est énormément de données qui est réparti sur le réseau, etc. Donc c'est quelque chose de compliqué. Ça vaut peut-être le coup de s'arrêter dans le pipe là et de mettre un outil dédié à ça et qui va permettre de faire ça. Bon, ça c'est ce que Ouais, ouais. excuse-moi, j'interromps. Plutôt que de continuer à faire ça dans un logiciel propriétaire comme 3ds Max ou Maya, c'était de fournir notre petit. Au début, si je reprends un petit peu la genèse de ça, je pense qu'on savait pas très bien. Je savais pas, on savait pas très bien où on allait. Ça reprend un peu la même idée que Cyril voulait faire un film d'animation et a commencé par faire le moteur de rendu. Je pense que dans l'idée, on voulait aussi faire, on voulait continuer de travailler sur le film d'animation. On s'est dit, mais bon, pour le faire, il faut faire un éditeur aussi. Voilà, donc une bonne partie de ce qu'on a développé qui était quand même drivé ou piloté par l'envie de programmer. Et Katana n'était pas encore sorti à ce moment-là. Et donc, je sais pas si tu connais Katana, c'est un logiciel de lighting, c'est un des concurrents de Guerilla. Guerilla est un concurrent de Katana. Et donc là, c'est juste l'interface, il n'y a pas de moteur de rendu dedans. Et il se colle, ensuite tu colles d'autres moteurs de rendu dedans. Et, et c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé quelques années après. Et là, on a compris ce qu'on faisait. On était on essayait de faire comme Katana. En fait, on essayait de faire un outil dédié au lighting. Et là, à ce moment-là, c'est devenu plus clair ce qu'on faisait aussi, parce qu'il y a eu d'autres projets d'outils de lighting. Il y a eu aussi des Français qui avaient lancé une startup dans le sud de la France. C'était The Relight, Bakery. c'était The Bakery, qui avait aussi un outil de lighting, pareil. Et ensuite, enfin voilà, il y a eu ça. Et plus tard, il y a eu Clarisse, des anciens de The Bakery qui ont fait aussi un outil dédié au rendu en quelque sorte, même si ça fait des choses, c'est peut-être plus aussi, ça fait aussi du set dressing, des choses comme ça. Ça appartient aussi à d'autres départements, mais c'est un peu la même idée, un outil dédié au rendu. Donc là, à partir de ce moment-là, à partir d'un moment dans l'écosystème, il y a eu d'autres choses comme ça. Le projet était plus clair. Il était plus clair. Et C'est c'était plus drôle. facile à vendre, quoi. C'était plus facile à vendre, d'expliquer que bah, c'est un outil de lighting, c'est l'outil qu'on va Mm. utiliser pour préparer le rendu et faire le look dev des assets. Voilà. C'est grâce aux concurrents que vous vous êtes trouvés, si je Ah, en résume, tu fait, vois. je pense que tout le monde s'émule, enfin tout le monde s'émule et puis surtout comment dire, tout le monde a les mêmes idées en même temps. En fait, là, il faut arrêter. Il faut plus qu'on utilise un outil Mm. générique.
c'est trop lourd, il faut un outil dédié au rendu parce que la tâche est trop difficile, il faut un outil spécifique et tout le monde arrive à cette conclusion-là au même moment en fait. Ouais, je comprends. Tu nous parlais du premier studio, vous aviez un peu votre première. C'est là où je me perds toujours dans les bêtas ou des logiciels, mais il n'y a pas que la bêta, vous étiez peut-être justement pas encore à la bêta, Ouais. d'un studio ou client avec qui vous alliez pouvoir commencer à bosser pour le pousser au niveau supérieur. Ouais, tout à fait. Alors du coup, c'était une anecdote un peu marrante. Du coup, pour le côté alimentaire, moi à ce moment-là, je travaillais à mi-temps chez Attitude Studio. C'était un studio à l'époque qui faisait des séries télé et qui avait fait aussi le film d'animation qui avait fait Prodigies. Non, Ok. c'était Non, c'était Renaissance. Renaissance. Renaissance en noir et blanc. Et ils avaient fait le début de Prodigies aussi. Et je travaillais un petit peu là-bas à mi-temps. Et là-bas, j'ai rencontré Pascal Bertrand. Donc, Pascal Bertrand à l'époque, c'était le superviseur de tout ce qui était technique de chez Méthode Animation ou On Entertainment aujourd'hui, ça s'appelle. La boîte que dirige Aton Soumache. Et donc Pascal, je rencontre Pascal, je lui parle de Guérilla, de mon projet. Il nous fait rencontrer très rapidement Aton, là, le boss de On, qui nous dit bah les gars, vous voyez la péniche là, c'était à Boulogne, il y a une péniche, vous voyez la péniche là, bah si vous voulez vous installez là, vous bossez sur Guérilla et vous nous faites les images du prochain film que je prépare, ça va être top et tout. Comme ça. Le gars, Au bout d'une heure et demie de discussion, on hein, l'a, on- c'était un ouais, peu fou. Hein. et vraiment, il nous a. Alors c'est Pascal, je pense que Pascal, c'est quelqu'un qui aime bien prendre des risques et qui comprend la technique. Il a eu confiance tout de suite. Et on lui a même pas montré une image. Et ça a commencé comme ça, quoi. Donc on a été, le premier contrat qu'on a eu, c'était de préparer la techno de rendu pour un film d'animation qui a jamais eu lieu. C'était le film pour Skyland. Je sais pas si tu te rappelles la série Skyland. Il devait y avoir un film qui a pas été financé. Et du coup, c'était pour préparer ça qu'on a été embauché. Le premier contrat de guérilla, c'était ça. Et donc, on travaillait sur une barge, sur une sorte de péniche, près de, près de la sortie d'autoroute à Boulogne. Là, c'était des bons souvenirs. On bossait sur guérilla là-bas. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est transformé en un contrat où on aidait Aton à augmenter la qualité graphique de ses productions qu'il faisait en Inde, sur la série télé, ce qui était cool. Et du coup, on a fait, sur Ben surtout, on a fait pas mal d'allers-retours en Inde, à Hyderabad. Ah, c'était cool. Je sais pas si tu veux parler de ça. Ouais, bah non, bah, c'était un peu fou, quoi. En fait, du coup, d'un peu, on bosse dans le garage et là, on se retrouve, bon, bah, sur une péniche, c'est quand même un peu mieux que le garage, mais et puis on se met à se balader un peu partout dans le monde et bah, à mettre en vrai en production le soft sur lequel on bossait depuis 3 à 4 ans. De le foutre de le mettre dans les mains des graphistes qui connaissaient pas du tout le logiciel. Et enfin, c'était une période où on essuyait des plâtres bien costauds, quoi. Et mais c'était un peu fou, quoi. C'était vraiment une période d'excitation intense. Voilà, à la sortie de ça, ça va marcher. On sait que ça va être dur, mais au bout de ce couloir de 6 mois, le moteur va marcher, on sera capable de sortir des images beaucoup plus facilement, même si là, ça va être dur. Quoi. Il y avait quand même ce savoir que, bon, même si c'est dur, on va cravacher dur et ça finira par marcher. Ça ne peut pas faire autrement que marcher. Bah, avec cette philosophie-là, c'est sûr que ça aide à garder le cap et même si c'est crash test et vous avez dû, comme tu le dis, en essuyer beaucoup des plâtres, tu restes focus sur votre objectif, c'est-à-dire capitaliser sur ce projet-là pour ensuite avoir vraiment un moteur de rendu qui tient la route. C'était quoi ces plâtres justement que vous avez un peu essuyés lors de ce crash test? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'avez peut-être pas vu auparavant? Est-ce qu'il Bah, y a eu des déconvenues et des mauvaises surprises? Vous en avez quelques-unes comme ça qui vous Il y en a qui plein, vous il y en a viennent en plein. tête? ouais, ça s'appelle
Ça s'appelle des tickets. Non, mais au début, une techno pareille, c'était très ambitieux, hein, comme projet, et surtout attaquer à deux comme ça de front. Rétrospectivement, j'arrive pas à dire ce mot. C'était c'était ambitieux quand même. Et du coup, comme dans le logiciel, quand tu développes beaucoup très vite, en plus, après il y a toute une période de stabilisation où tu te rends compte qu'en fait, Ouais. t'as fait pas mal de merde. Il y a beaucoup de choses à refaire. Je pense qu'avant qu'on rende un film complètement en entier avec Guérilla, on a dû tout réécrire plusieurs fois, probablement 2-3 fois, avant que ça soit utilisé réellement une fois pour de vrai. C'est un processus assez long. Alors peut-être parce qu'on n'est pas très bon, mais de ce que je vois, c'est à peu près le même processus de tous les programmeurs. C'est long d'obtenir la qualité. Et dans le rendu, c'est difficile parce que tu vois, si par exemple ton logiciel de rendu, il plante une fois, voilà, par exemple, tu fais un soft d'animation. Ouais. Et l'animateur, il va planter, c'est pas bien, hein, mais il va planter une fois par jour. Ce qui est mal, hein, c'est déjà pénible. Mais ça va très peu influer sur la productivité du film ou sur le risque que le film a de ne pas sortir. Par Ouais. contre, si le moteur de rendu il plante une fois par jour, là c'est super complexe. Parce que qu'est-ce que tu fais quand il y a une image qui ne veut pas sortir? Il y a Mmh. la frame 24, à chaque fois elle plante sur la render farm. Il n'y a pas d'image 24, c'est super compliqué. Donc l'exigence en qualité sur le moteur de rendu, elle est assez élevée, plus que dans les autres softs. Parce que déjà pour les gens, il y a un côté un peu irrationnel. Le moteur de rendu, ça va être pour les artistes ou les DA, ça va être le look du film. Ce Mmh. qui n'est pas du tout le cas, hein, parce on fait tous la même chose. Si on fait pas les mêmes images, c'est on s'est trompé dans les maths. Mais il y a un côté un peu mystique déjà où le moteur de rendu, ça va être le look du film. Et en plus, il y a le côté pragmatique. Si ça marche pas, le film sort pas. Et si c'est trop lent, ça va coûter 1 ou 2 millions de plus, quoi. Il y a ce côté un peu stressant pour le producteur et le responsable technique. Voilà, donc d'où l'intérêt de trouver des pionniers au départ, des gens qui n'ont pas peur pas peur d'y aller, qui ont confiance. Ça, c'était vraiment, vraiment, encore une fois, il y a des gens, les gens sans qui ce projet n'aurait pas existé. C'est voilà Pascal dont j'ai parlé, Aton bien sûr, et aussi Olivier Rakoto, tous ces gens-là, ils nous ont toujours soutenus. Et c'est pas facile au départ parce que là, t'as des graphistes qui sont conquis, ils sont contents de bosser avec toi parce qu'ils sentent rapidement qu'ils ont une interaction avec le logiciel, ils demandent quelque chose, ils l'ont 2 semaines après. Ça t'est jamais arrivé dans leur vie. Alors ça, il y en a qui trouvent ça super, ils comprennent cet intérêt-là tout de suite. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas, qui vont pas adhérer. T'as toujours, dans une équipe, tu auras toujours une partie des gens qui avaient l'habitude de bosser ailleurs. Peut-être qu'ils bossaient mieux avec l'autre outil, que le nôtre est moins bien pour leur façon de travailler, du coup ils ont raison, hein. Et, euh, et ils n'ont pas envie de rentrer dans cette interaction, de rentrer dans ce processus d'améliorer le truc, et donc ils font la gueule, ils sont pas contents. Donc tu as les deux, et, euh, et là c'est important d'être soutenu. Enfin, je me rappelle une fois, il y avait un truc qui marchait pas, enfin il y a un graphiste qui te plaisait quelque chose, il avait probablement raison. C'était après qu'on ait fait les premiers films, ou après qu'on ait fait Le Petit Prince, je crois. Et Aton a dit non mais on a fait ça avec, ça marche, je veux rien entendre, je veux plus entendre que ça marche pas. Ouais. Du coup, ça faisait du bien un peu d'avoir du soutien, de dire Ouais, ça c'était voilà, on remet pas tout en cause à chaque fois qu'il y a un petit problème ou un petit truc. c'était important d'avoir ces supports-là, c'était très important. Sur les anecdotes des choses qu'on a développées et qui étaient qui étaient presque des voies de garage, il y en a plein, c'était le sujet de départ de ta question, mais c'était par exemple, techniquement, on est parti, on s'est collé à Renderman, on voulait faire un Renderman facile à utiliser. Donc on a passé, ouais, je pense qu'on a passé 4-5 ans à écrire ça, à essayer d'améliorer ça, à essayer de faire en sorte que ce soit aussi rapide, voire plus rapide que Renderman, aussi flexible mais plus simple à utiliser. Et pour se rendre compte quand même, et on était des fervents loyalistes, hein, à supporter la même techno que Renderman. Renderman, c'est la vérité, et ils ont raison. À, à- à- à tenir le crachoir à Marcos Farardo quand même, le gars qui a un peu révolutionné le rendu. Il faut que tu Ouais, expliques un bon, peu là, je la pense. techno Ouais. du coup, Marcos Farardo, c'est le développeur principal, en fait, le gars à l'origine de Arnold.
qui est aujourd'hui un moteur très connu et qui commençait à pousser à fin des années 2000, qui commençait à rentrer en production au travers de Sony. Et Sony a été le premier studio à faire confiance à ce genre de nouvelles technologies. En fait, c'était vraiment un changement de technologie radical comparé à ce qui existait avant, utilisé en prod très sérieusement, qui était Renderman. Donc, Alors chez Micros, ils disent qu'ils ont fait une pub dans Arnold avant Sony, oui, pour être, oui, pour être exact. Je sais pas si c'est vrai, mais des mecs de Micros se sont énervés quand j'ai dit oui, ça. alors, ok, d'accord, je corrige, effectivement, effectivement, c'était Micros qui les premiers ont fait du rendu avec Arnold avant Sony. N'empêche que on tenait le crachoir à Marcos Farardo, donc le développeur d'Arnold, euh, l'architecte d'Arnold, lui expliquer pourquoi Renderman c'était mieux, pour se rendre compte, bon, bah, peut-être 1 ou 2 ans après, non, c'est gouré, bon, là, il faut arrêter. Et on va changer notre fusil d'épaule et on a suivi Arnold. Donc maintenant on est très loyaliste à cette nouvelle technologie. Et d'ailleurs, bon, Renderman a aussi changé de fusil d'épaule. Et pareil aussi donc ça c'est sur la techno de rendu, mais sur l'outil en tant que l'outil qu'on développe, qui est l'appli graphique. euh, on est parti sur un outil qui ressemblait extrêmement fort à Maya. C'était ce qu'on connaissait en fait. On a un peu copié ce qui existait dans Maya pour se rendre compte au bout de, bah, pareil, 4-5 ans. C'est à peu près en même temps que d'ailleurs le changement de moteur de rendu. Se rendre compte que bon, en fait, on n'y arrive pas. On a trop de données à manipuler. Les scènes deviennent inexplicables, enfin impossibles à manipuler, à expliquer, à comprendre. Et on s'est dit il fallait qu'on change radicalement ça. Donc on s'est retrouvé à complètement changer l'outil pour le transformer dans quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à Katana. Alors là on s'est pas du tout inspiré de Katana, c'était pas du tout l'inspiration. On savait que Katana existait, on savait pas exactement ce que ça faisait, mais on a transformé le soft dans autre chose et plus du tout Maya-centrique. Et ces deux transformations, elles ont été absolument bénéfiques pour le logiciel. Le logiciel avant, il tenait par la sympathie, principalement, je pense, par la sympathie que les gens avaient pour nous les développeurs. Mais ensuite, le logiciel, les gens l'ont apprécié aussi parce qu'il s'était adapté en fait, véritablement à leurs besoins et aux contraintes réelles de la production, quoi. C'est fort les 2 exemples que tu donnes, à la fois sur Renderman et sur Arnold, mais aussi, la ref que vous aviez sur Maya parce que vous connaissiez, que ça. Ça donne l'impression qu'à chaque fois, vous êtes un peu obligés, mais c'est peut-être, l'écosystème qui veut ça, d'aller un peu au bout d'un paradigme pour se rendre compte de la limite Ouais. et à ce moment-là, quand tu peux plus et tu atteins un espèce de plafond de verre, tout le monde, se met un peu en ordre de bataille et se dit: «Il y a peut-être une autre manière de faire un peu différente». Et c'est là où tu vois les micro-révolutions dans le milieu où, à ce moment-là, tout le monde change son fusil d'épaule et bascule sur peut-être bah, une nouvelle voie, une alternative qui marche mieux ou bah, à la limite, elle n'est pas encore vue et qui paraît être la solution idéale. Ça... Bah, ouais, alors j'aimerais que ce soit comme tu le dis, mais encore aujourd'hui, tu as énormément de productions où ils font tout dans Maya, avec finalement peu d'outils de lighting dédiés. Je pense que c'est même probablement la majorité des productions qui sont comme ça. Tous les gros studios américains, je pense, utilisent Katana maintenant. Mais à part Katana, et je sais que Clarisse ils font ça aussi, je connais moins bien, mais je sais qu'ils font ça aussi avec le module builder, il me semble. Et nous, à part ces trois solutions-là, si tu bosses ton lighting, tu bosses comme à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as des grandes scènes où tu manipules directement les objets de ta scène et tu peux pas exprimer des choses sous forme de recettes, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein, c'est au lieu de mettre une feuille verte ou rouge, tu dis toutes les feuilles seront vertes ou rouges. En gros, c'est un peu ça l'idée. Tu vas exprimer des choses un peu générales sur ta scène parce que tu peux pas rentrer dans le détail, il y a trop de contenu, quoi. C'est ça le principe. Et tu vas faire ça sur plusieurs plans parce que dans ta séquence, tu vas avoir plein de plans qui vont être pareils. Et donc en plus, tu vas essayer d'exprimer ça au niveau de la séquence et pas d'un plan pour gagner du temps. Donc
Il y a des graphistes qui vont être confrontés à ça dans leur travail de tous les jours. Certains vont se rendre compte que l'outil qu'ils ont n'est pas efficace, ils passent leur temps à faire la même chose, mais c'est pas grave, c'est leur job, c'est pour ça qu'ils sont payés, ils n'ont pas envie de remettre le truc en cause. Il faut se former à autre chose, hein, c'est pas facile, il faut apprendre autre chose, c'est un peu plus technique, c'est moins direct, c'est une façon indirecte de travailler. Et d'autres vont se dire non mais là c'est pas possible, c'est trop long, ce que je fais c'est rébarbatif, c'est pas intéressant. Moi je veux faire de la création, je veux augmenter la vitesse de mes itérations. Encore une fois, si je fais 10 itérations par jour, mon résultat sera mieux que si j'en fais une ou deux. Mm. Et donc je change ma façon, je vais réfléchir à comment optimiser ma façon de travailler pour travailler plus vite, quoi, plus efficacement. Et à ce moment-là, bah, tu regardes comment font les autres et tu vois qu'ils ont d'autres outils, au lighting en particulier, pour travailler. Et tout le monde n'a pas la démarche forcément. Ouais, c'est une manière de penser aussi, de travailler qui te permet de un peu questionner, en permanence les méthodes et les solutions que tu utilises pour, essayer de, soit gagner en créativité, soit gagner en temps pour être plus efficace sur une production et sur ce qu'on te demande, quoi. Voilà, c'est l'idée. Alors normalement c'est un peu le rôle du CG Sup, quoi, ou du Mmh mh. directeur technique, disons, du studio, d'un peu de faire la veille et de choisir les bonnes technologies, ce que les gens font très bien en général, hein. Voilà. Et, pour ce qui est donc pour ce qui est des ruptures technologiques là dont on parlait, je voulais juste rajouter. Donc il y a eu ces fameuses ruptures. Donc à l'époque, pour les vieux, on faisait du Raise, c'était la méthode Renderman avant qu'il y ait le ray tracing là. Effectivement, c'est Marcos d'Arnold qui a dit à tout le monde dès le départ, bah, en fait non, il faut faire du ray tracing. Enfin, Et en fait, il a travaillé du pass du tracing. pass tracing. Techniquement, il existait déjà aussi Véret, Mentalray, il existait quand même pas mal de ray tracers. Mais ils avaient moins. Mentalray a quand même beaucoup marché, ouais, sans rentrer dans les détails, du coup, Bah, sur le papier, Véret faisait tout ce que faisait Arnold, mais Arnold, il a tout de suite pris l'approche production. C'est un outil pour faire des films. Donc tous les petits détails, toutes les petites problématiques liées aux effets spéciaux, à l'animation, ils étaient gérés. C'est peut-être pour ça qu'il c'est lui qui a eu le plus de succès, mais c'est vrai qu'on peut se demander Mmh pourquoi c'est mh. pas Véret qui a gagné cette bataille. Mais je pense qu'il y avait aussi Véret, ils ont je pense qu'il y avait un. Ouais, désolé, je t'interromps. Il y avait aussi il y a un parti pris pas vu depuis, enfin, depuis le début en rendu. C'était Arnold promettait de rendre des plus belles images, de permettait d'itérer beaucoup plus rapidement, mais te promettait pas du tout que tu rendrais des images plus vite. C'était absolument contre-intuitif et il a réussi quand même à vendre son système en expliquant que non, non, mais c'est le coût de ton film, ça va pas être le temps de rendu, ça va être ça va être Mmh la mh. fréquence d'itération, quoi. Ouais, ça va être le temps que un graphiste travaille. ouais, parce que Et ce qui s'il change doit lancer, énormément, ouais. Et s'il doit travailler 3 heures pour faire quelque chose de photoréaliste, alors qu'il peut le faire en 10 minutes, simplement en disant ça c'est du métal, ça c'est du verre, ça diffuse la lumière, ça scatter, render, ça marche, il y a de la GI partout, tout est activé. Certes, c'est très long à rendre, mais il a mis 10 minutes à setuper la scène. Et c'était ça son pari à lui. Alors, c'était vrai dans certaines situations, hein. En Inde, c'est pas vrai, par exemple. Dans les productions sur lesquelles nous on travaillait, ou même en France, c'était pas forcément vrai. Où les temps de rendu, on venait quand même nous voir principalement pour les temps de rendu, pour avoir des temps de rendu très bas. Mais pour des productions où les graphistes étaient à des salaires américains, par exemple, mmh mh. là, ça devenait crucial de plus travailler la productivité que le temps de rendu. Voilà. Ouais. Et Tu tu ce qui est le modèle gagnant au final, hein. C'est le modèle qui a gagné et que tout le monde fait aujourd'hui. Qu'il faut mieux privilégier du temps machine, du temps de calcul que du temps de production humain où, ça peut te coûter beaucoup plus cher en fonction des pays que juste mettre des ordis à calculer, et certes, C'est beaucoup ça. d'ordis à calculer, mais Alors je une dis fois pas que que le les temps de... ouais, c'est ça. Je dis pas que le temps de rendu a pas d'importance, hein. Il y a toujours des limites, mais ce qui est important, c'est que les graphistes itèrent vite, donc qui voient et qui travaillent avec des modèles très simples. Donc, encore une fois, voilà, tu exprimes des choses très simples. Tu vois, dans les moteurs de rendu aujourd'hui, hein, on donne juste grosso modo quel est le matériel de cette surface. On met une lampe qui est physique, qui marche très bien directement.
il y a de l'AGI dans tous les sens, donc il n'y a plus de partie noire, il n'y a plus besoin de se demander comment rendre ça réaliste. On peut s'offrir de l'AGI, plusieurs rebonds de GI, etc. Les gens ont même plus conscience de ces boutons-là. Les jeunes qui sont dans les écoles ne connaissent même plus ça, je pense. On les embête plus avec ça, plus trop quoi. Donc il y a quand même une limite, hein. Lorsque l'image est à 10 heures, les gens commencent un peu à râler parce que ça augmente la facture chez Google, mais la techno permet quand même de leur montrer l'image interactivement. Ils l'ont presque en temps réel, quasiment interactive, avec la même techno. Elle converge très très vite vers quelque chose d'appréciable pour juger de la qualité. Et voilà, ils testent un petit peu, ils vérifient 2-3 trucs. Ils ont vu l'image très bruitée, ils l'ont laissé converger même pas une minute. Bon, j'exagère un peu, mais et c'est parti sur la render farm pour plusieurs heures. Et ils peuvent passer à autre chose. Et ça, c'est imbattable comparé à ce qu'on faisait à l'époque avec Render. Mmh mh. On est beaucoup resté sur le passé et sur, ces évolutions, qui ont eu lieu et qui ont beaucoup changé, la manière dont vous avez développé le logiciel. Aujourd'hui, Guérilla, c'est quoi? Vous en êtes arrivé où? À quel niveau? À quel point? Et qu'est-ce que vous avez encore, comme, évolution dans votre tête sur la to-do list pour, l'année à venir ou les prochaines années? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Ben, techniquement maintenant là dans le milieu rendu, on en a discuté il y a quelques années, il y a pas vraiment longtemps, il y a 2 ans peut-être avec un vieux de la vieille, du rendu qui a dit lui il est sorti, il était chez Pixar, il est parti, il a dit: «De toute façon, il y a plus beaucoup d'innovation à avoir». Le GPU, l'arrivée évidemment du rendu sur GPU, mais il y a plus qu'un peu d'incrémental. Il y aura pas il y aura pas de révolution, il ne voyait pas arriver des révolutions techniques, dramatiques, au OK. point de changer vraiment le modèle aujourd'hui qui existe, il est techniquement, il marche très bien quoi, en fait. Et on fait qu'incrémenter. Les ordinateurs nous permettent de calculer de plus en plus, du parce qu'ils sont de plus en plus puissants quand même, heu et du coup, on avance en qualité, de façon un petit peu progressive, systématiquement, quoi. Donc les grosses innovations qui vont arriver dans le soft, évidemment, bah, oui, évidemment, c'est le calcul sur GPU. Actuellement, jusqu'à présent, on ne calculait que sur des CPU, donc les processeurs classiques des ordinateurs, les machines Intel et tout ça. Et maintenant, on commence à switcher sur des nouvelles, du hardware dédié, donc sur les cartes graphiques, typiquement, et ce qui va être dédié au calcul, au ray tracing et ces choses-là. Voilà. Hormis ça, Alors ouais, je vois pas si je ne vois pas changer drastiquement, fondamentalement de façon de rendre. Comme on avait changé du modèle Raise vers le modèle Fast Tracing, ouais. ouais, alors ça c'est voilà, ça c'est le point de vue de Mercenaries. Après, d'autres pourraient objecter qu'il y a quand même une grosse révolution en ce moment, c'est l'utilisation des moteurs temporels pour faire des images de production, ce qui est quand même une grosse tendance et qui est une sorte quand même aussi de grosse révolution. Et voilà, qu'il faut, pour être complet, il y a aussi cette tendance-là actuelle qui est que certaines personnes font ou aimeraient utiliser des moteurs de jeu, en particulier Unreal, pour faire les images finales de projets d'entertainment, que ce soit de l'anime. Et donc clairement, ils vont en faire, ils en font déjà. Ils vont prendre un segment, ils vont prendre tout ce qui est, en tout cas déjà tout ce qui est pas trop qualitatif. Et, est-ce que le modèle peut scaler jusqu'à faire du VFX de qualité et de l'anime de qualité? C'est là où les gens sont pas d'accord. Nous, nos sentiments, c'est que donc c'est cool, hein, Unreal, effectivement, tu fais des images de plus en plus belles en temps réel, et que clairement, il y a des projets que tu peux faire dedans. Mais que déjà, au niveau de l'outil, on se retrouve, on refait un pas de 10 ans en arrière, on se retrouve dans un sous-Maya, hein, l'outil en lui-même est quand même moins bien que, enfin, moins bien que Maya, quoi. En termes de possibilités, l'éditeur est pas terrible. Et alors, il fait des trucs cool, hein. Il fait des trucs cool que fait pas Maya, mais il y a sur plein de trucs, c'est quand même, enfin, c'est quand même assez austère. Et alors que on est aujourd'hui dans le domaine, on est quand même habitué à travailler avec des méthodologies beaucoup plus modernes depuis une bonne dizaine d'années, quoi. Donc là, il y a ce côté-là quand même qui va sans doute s'améliorer dans le futur. Et
le côté temps réel, jeu vidéo, à un moment donné, ils se discutent complètement parce que il y a toujours ce trade-off à faire entre ce choix à faire entre est-ce que je peux faire l'effet ou pas, est-ce que je peux avoir ça ou pas, et la réponse du temps réel, c'est je peux pas l'avoir, mais c'est temps réel. Mais dans les films, le réalisateur, c'est pas ce qu'il veut entendre. Lui, il veut entendre je peux l'avoir. Et il y a toujours cette limite qui est pas franchissable de ce qui n'est pas faisable à faire. Et au final, pour quelle justification Donc certes, il n'y a plus de render farm, l'image est très rapide à rendre, mais c'est pas ce qui motive, c'est pas ce qui bloque les gens dans les productions de qualité. Les gens qui font une production de qualité, ils peuvent rendre l'image. Le temps de rendu de l'image, c'est pas ce qui bloque la productivité des graphistes. Comme je t'ai expliqué juste avant, la techno, le path tracing, comme c'est bien fait aujourd'hui dans la plupart des softs, en particulier dans Guerilla, le graphiste attend jamais, c'est interactif, c'est quasi temps réel, sauf qu'il bosse en path tracing, quoi. C'est voilà, le débat, c'est est-ce qu'il dépense l'argent pour la rendre farm ou pas à la fin. Et s'il le fait, ces graphistes n'ont aucune limite, s'il obtient tout ce qu'il veut, le réalisateur obtient tout ce qu'il veut. S'il le fait pas, tu travailles dans un cadre jeu vidéo qui est cool, mais qui est beaucoup plus contraignant. Un asset de jeu vidéo convaincant, ça coûte assez cher à faire. Et il y a des trucs que tu pourras pas faire. Voilà, nous, on pense que le high-end, la qualité va quand même rester dans les technotradis. Mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être faites en temps réel. Et j'essaye de résumer et en même temps de savoir un petit peu ce que vous avez dans votre tête. Du coup, chez Mercenary, vous faites le pari d'accepter que certains partiront vers le temps réel, mais que d'autres, au contraire, resteront pour la qualité parce que le temps de rendu, c'est pas forcément le nerf de leur guerre parce qu'ils ont le temps et ils ont les moyens et ils ont la render farm. Par contre, sur le GPU, vous allez ou pas faire la transition? Alors C'est déjà... là-dessus, je peux répondre. C'est que, enfin, c'est le fait d'accepter ou pas que certains de nos clients vont passer sur d'autres technos parce que nous, par exemple, on veut pas, on veut pas mimiquer ce que fait Unreal. Enfin, Unreal, je pense pas que ce soit un mauvais éditeur. C'est un éditeur qui est, par exemple, c'est un éditeur qui est dédié à faire du jeu vidéo, qui soit moins adapté à faire de l'animation du VFX. Ben, je pense que ça fait partie du postulat de base. Pareil que la techno soit adaptée à faire du jeu vidéo, ben, c'est évident et c'est pour ça que ça marche très bien. Que ce soit moins adapté aujourd'hui à faire de l'animation ou du VFX, ben, je pense aussi que ça fait partie du postulat de base. Donc, faut voir que la techno, elle a 10 ans c'est une techno sur laquelle on a pris un pas. Nous, on a fait un pas techno il y a 10 ans en animation, en VFX. Ils en sont encore là où on était il y a 10 ans, mais c'est sûr que maintenant, nous, on rendait des images en 4 heures, 3-4 heures il y a 10 ans avec ces technos-là. Eux, ils sont en temps réel. Donc, il y a tout à on peut s'imaginer que ça va avancer, mais il faudra qu'il y ait ce techno parce que pour faire du high-end, je pense pas qu'on puisse le faire avec ces technos. Bon, je sais plus exactement où je voulais en venir. Répète-moi la question, je suis désolé. Non, non, et sur la question du Oui, CPU et du GPU, est-ce que le oui. switch... Alors en fait, le switch, on le fait, donc c'est le hardware, c'est ce sur quoi on fait tourner notre techno. Maintenant, ça devient du hardware dédié plutôt avec du CPU plus généraliste. Mais on conserve les mêmes façons de calculer l'image. C'est là, on fait du path tracing techniquement, c'est du path tracing. On conserve ce mode de calcul-là parce que c'est ce qui aujourd'hui nous permet de calculer les images def de nos prods. Et ça, on va pas le changer. Ah, si on le changeait, Mmh mh. il faudrait faire ce que fait Unreal. Enfin, je me vois pas avec l'équipe qu'on a essayer de concurrencer Unreal sur leur territoire. Ça me paraîtrait, moi, ça me paraît un peu, enfin, absurde. Et alors, quant à admettre que probablement on perdra des clients à passer qui passeront sur du temps réel pour faire des prods d'anime, enfin de séries ou de choses comme ça. Ouais, je suis prêt à l'admettre. Nous, ce qu'on peut faire pour nous adapter, c'est ce qu'on est en train de préparer, hein. C'est de toute façon actuellement, le moteur de rendu et notre applicatif sont très liés l'un à l'autre. Une chose qu'on doit pouvoir faire, c'est
désolidariser l'un et l'autre, de façon à pouvoir intégrer d'autres moteurs de rendu dans notre applicatif et ne pas perdre complètement l'intégralité de nos clients pour ça, quoi, ou conserver certains clients qui aiment toujours notre applicatif mais qui veulent utiliser un autre moteur de rendu, par exemple. Même si moi, mon envie, c'est de continuer à développer très fort le moteur de rendu. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, hein. On n'arrêtera jamais le développement du moteur de rendu, mais voilà, enfin, j'en parle, c'est pas à titre personnel, ça fait partie de réflexions qu'on a régulièrement avec Cyril. Cyril, si tu as un autre point de vue, Ouais, non, mais c'est un peu l'idée. Ouais. C'est qu'il y a, c'est un peu de séparer le moteur de l'applicatif. Ça, c'est une bonne idée. Alors, honnêtement, il n'y a pas grand chose à gagner aujourd'hui dans Guerilla à mettre un autre moteur de rendu, si ce n'est payer des licences d'un autre moteur. Sauf si, par exemple, ce qui est déjà arrivé, sauf si tu as déjà 1000 licences de Véret et tu dis, bah moi j'aime bien votre applicatif, mais j'ai mes licences de Véret et j'ai envie de les faire tourner dedans. Et il y a d'autres raisons aussi, c'est qu'il y a toute une partie du VFX qu'on n'arrive pas à atteindre parce que on fournit le moteur de rendu avec l'applicatif. Là où par exemple Katana, donc Katana, c'est juste un soft dans lequel tu mets un plugin pour ton moteur de rendu préféré. Et en VFX, c'est souvent du travail partagé entre plusieurs prods. Donc on va dire, voilà, tu vas bosser sur les effets de tel Spider-Man, tu auras tel plan, tel plan, tel plan, et voilà les assets, et ils sont faits dans Vray. Point barre. Et si tu l'acceptes pas, t'as pas le contrat. Donc il y a certains clients qu'on peut pas avoir parce que on impose le moteur de rendu. Et donc en animation, c'est plus simple. Nos clients, en fait, on fait beaucoup d'animation parce qu'en animation, c'est simple. On se lance dans une prod, on fait tout le look dev. Le client va faire tout le look dev, il va faire toutes les images de la prod. Et donc ça pose pas un problème en soi, que ce soit pas dans Véret. Il n'est pas contraint à utiliser un moteur de rendu en particulier de par la collaboration. Typiquement, mais en VFX, c'est beaucoup plus courant d'échanger des assets ou que le moteur de rendu soit imposé. Par exemple, c'est IGLM qui va sous-traiter, quoi. Ils vont sous-traiter chez un Presta des plans qu'ils n'ont pas le temps de faire, des plans un petit peu moins difficiles, et ils leur imposent toutes les contraintes techniques. Et les contraintes, c'est le moteur de rendu. Et ça, c'est des clients auxquels on peut pas accéder si on n'ouvre pas cette partie moteur de rendu. Donc, heureusement aujourd'hui, alors, la techno et les standards vont dans ce sens, à faire en sorte que les moteurs de rendu ne soient plus que des plugins et que le contenu soit de plus en plus agnostique au moteur de rendu. Donc quand je dis ça, je pense à USD, à Hydra. C'est des technologies, c'est des standards de l'industrie qui ont été proposés par des industriels. Donc là, en l'occurrence, c'est Pixar qui a proposé ces standards et qui les maintient, qui permettent d'échanger les données plus facilement et qui permettent aussi d'échanger les moteurs de rendu plus facilement d'un logiciel à l'autre. Et c'est pas encore parfait, mais en gros, le futur que le futur que ça dessine, c'est un futur où tu as un outil de contenu de création 3D et tu peux coller dans n'importe quel moteur du moment qu'il a fait son petit plugin Hydra, et tu peux coller et à vice versa, tu peux utiliser ton moteur dans tous les softs si tu as fait le petit plugin Hydra. Et c'est l'avenir qui est en train de se décider, même si techniquement c'est pas tout à fait le cas, mais c'est vers ça que ça va, que ça se dirige, ce qui est plutôt cool pour nous et pour tous les éditeurs. C'est ce que j'allais te dire, ça dessine un peu une solution pour vous qui voulez garder votre moteur de rendu et pas forcément l'ouvrir à d'autres. Ça peut vous permettre d'avoir un peu d'autres studios qui pourraient le tester en production sans avoir ces contraintes-là. C'est ça. Je vais faire une transition. On a beaucoup parlé de Guerilla et comme quoi c'est un éditeur et vous faites beaucoup de lighting et de rendu, mais toute la partie en amont d'animation, elle n'est pas du tout intégrée et possible dans Guerilla. Non, exactement, hein, Jusque-là, on ne fait pas jusque-là, tout va d'animation bien. dans Guerilla. On détrompe immédiatement les clients qui connaissent pas, enfin les prospects qui connaissent pas Guerilla, on les détrompe immédiatement, hein. Non, on ne fait pas du tout d'animation, on retouche pas les UV, on modifie pas, on fout pas des PSD ou des choses comme ça pour truquer. Ouais. Ouais. Et pour autant, vous adressez beaucoup au secteur de l'animation. Est-ce que c'est pas suite à avoir énormément de gens déçus de «Ah! Je peux pas faire d'animation dans Guerilla» que vous êtes lancé dans Roomba, ou il y a eu un autre début? Alors, du coup, non, c'est un autre début, hein, c'est plus que
Avant que le projet Roomba démarre, avec Ben, on avait eu cette réflexion. Plusieurs fois, on s'était dit, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à faire aujourd'hui? Donc on regarde, sauf de modeling, il y en a pléthore, Mmh. sauf de De, com- sculpt, sauf de de texture, compositing. de compo, il y en a pléthore, ça marche très bien, il n'y a pas de révolution attendue là-dedans. OK. En animation, Ouais. il y a Maya, puis il y a Maya, quoi, et il y a 2-3 personnes dans 3ds Max. Il y a surtout Maya. On regarde un peu comment ça marche. Est-ce que c'est rapide? Non, c'est pas rapide. L'animation, bon, les animateurs sont très contents de Maya. Ils se plaignent rarement de Maya si ce n'est des performances, mais ils se plaignent rarement du workflow d'animation qui est dans Maya. Par contre, les performances sont pas toujours là. Et le rigging. Le rigging, c'est. Alors, c'est pareil. euh, Là, on a une génération, enfin, on a 2 générations de rigueur, 2 peut-être plus, qui ont connu que Maya. Et, la plupart ont du mal à imaginer ce que ça pourrait être, comment le rigging pourrait être autrement. Mais clairement, le rigging, pour moi aujourd'hui, dans Maya, c'est de la préhistoire. On en est là où on en était au shader dans Renderman, quoi, en 2000, quoi, au début des années 2000. Et la façon de travailler est inadmissible. Mais bon, mais ils le savent pas encore. Enfin, la plupart le savent pas encore. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, mais c'est dur. Le rigging, c'est quelque chose de très très dur aujourd'hui. Et donc voilà, il y a ça. Et donc là, on se dit ça, on se dit, bah ouais, ça serait potentiellement un truc à faire, un soft d'animation, ça serait intéressant. Voire de rigging, mais on pensait surtout à animation. Et là-dessus, donc il y a JB de Timto, Jean-Baptiste Spetzer, c'est le directeur technique de Timto, qui vient nous voir et qui nous propose de faire un projet collaboratif. Donc c'est un projet financé où il y a une partie financée par les boîtes, une partie financée par l'État, qui met en collaboration des sociétés, des labos de recherche publics. Donc là c'était Mmh. l'INRIA en l'occurrence, et qui nous propose de travailler sur un soft d'anime. Nous, on trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que on avait eu cette réflexion-là quelques temps avant en se disant, bah oui, effectivement, c'est un truc intéressant. Et c'est comme ça qu'a démarré Romba. Donc c'est le projet qui s'appelait Colody au départ. Colody qui était un projet collaboratif entre Timto, Mercenaries et l'INRIA. Mmh. Donc là-dessus, on a travaillé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, c'est toujours pas sorti. On dit en général que pour mettre un logiciel sur une étagère prêt à vendre, il faut une dizaine d'années. Waouh. Il faut Et en 10 ans, fait, ouais. c'est vrai, hein, c'est pas loin. C'est jamais loin de ça. Verest est ça. Arnold, c'est à peu près ça. Euh, c'est long. C'est un process assez long, mais bon, Guerilla, voilà, c'est ça. faut arriver à tenir la distance. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, un projet collaboratif avec Timto. Donc, ça a donné lieu à une première version Colody qui est utilisée chez Timto, de ce que je sais, régulièrement sur les nouvelles productions, il me semble. Enfin, je crois. Et ils ont fait plusieurs séries avec. Et Attends, je te coupe, qu'est-ce qui était, ouais, super chiant et rébarbatif, sur, par exemple, de l'anime, dans Maya que vous vouliez absolument, ouais, dépoussiérer et moderniser pour que ce soit, beaucoup plus instinctif? ouais, t'as raison de poser la question parce que, comme je t'ai dit, les animateurs, quand tu leur posais la question, ils étaient plutôt contents. C'est les performances au départ qui les embêtaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps réel. Le soft était long, des fois la marionnette était très lourde à Mmh. manipuler, les scènes sont lourdes à ouvrir. C'est les performances surtout qui posaient problème au départ. Donc on a commencé à travailler là-dessus, surtout sur les performances. On arrive avec une solution beaucoup plus performante. Voilà, tu as plein de personnages en temps réel, tu as le 24 FPS garanti quasiment tout le temps. Mais Maya s'améliore en même temps. Il fait des choses un peu comme nous aussi. Et du coup, l'argument de la performance ne suffisait plus à justifier un autre produit. Donc on a aussi fait pas mal d'innovations sur la façon d'animer. Donc là, c'est plus délicat parce qu'il faut arriver à innover, trouver des façons d'améliorer un truc où les gens, a priori, Ouais. pensaient être contents, quoi. Et on a réussi quand même. Alors c'est pareil, il y a une partie d'innovation interne, il y a aussi une partie d'inspiration de choses qu'on a vues dans d'autres solutions. Parce qu'il y a d'autres logiciels d'anime en fait. En fait, si tu prends les leaders de la prod, hein, Pixar et DreamWorks, je pense que c'est les leaders de l'anime, ils animent pas dans Maya, ils animent dans leur logiciel d'anime. Pixar, ils ont toujours animé dans leur soft d'animation et DreamWorks aussi.
Donc chez Pixar, ça s'appelait Marionnette, c'est devenu Presto. Et chez Premo, ça s'appelait Imo, et c'est devenu Premo. Ça faut pas se gorer. DreamWorks. Et ces deux-là, chez DreamWorks, ils ont toujours animé dans un logiciel à eux. Euh, les premières versions étaient plutôt simples. Aujourd'hui, c'est des choses très, très avancées. Et il y avait donc il y avait des choses intéressantes dedans. On les connaît pas bien, on voit que des screenshots. J'ai vu Emo une fois en vrai, c'est tout. J'ai jamais vu Presta en vrai. Et j'ai jamais vu Premo en vrai non plus. Ça reste un mythe, il y a juste des screenshots. Ouais, voilà, il y a 2-3 screenshots sur le net. Il n'y a pas grand chose, il y a quelques infos sur le net. Mais bon, ça donne des idées d'inspiration. Déjà, il y a ce côté, on a envie d'attraper, de bouger, quoi. On n'a pas envie de cliquer, de prendre une rotation et de tourner la rotation. Ça, c'est un truc sur lequel on arrive à convaincre assez rapidement les animateurs que c'est vachement plus productif, vachement plus agréable. T'as vraiment tu cliques sur une marionnette qui bouge, quoi. Voilà, tu t'appuies, ça bouge, Sur sa c'est beaucoup plus surface naturel, c'est directement, ouais. beaucoup plus productif. Voilà, par exemple, il y a ce paradigme-là. Il y a aussi, on a mis en avant pas mal de travail sur les couches, sur les layers, de faire une sorte de truc qui travaille tu travailles un peu comme dans Photoshop ou After Effects, mais sur ton animation. Ce qui, voilà, et essayer de gommer, c'était l'idée de départ hein, de Collodi, essayer de gommer le côté trop technique de Maya, de l'animation, parce que les animateurs, c'est pour le coup, en général, c'est vraiment des artistes. Et pour la plupart, s'ils pouvaient animer de la marionnette stop-mo, ils feraient de la stop-mo. Et la 3D est une contrainte. Et ils sont pas tous ultra techniques. Et Maya, c'est souvent un frein à certains animateurs. Il y a JB qui disait souvent qu'il y a certains profils d'animateurs qui ne retenaient pas, non pas parce que c'était pas des bons animateurs, mais parce qu'ils n'arriveraient pas à le faire dans Maya. Et donc il y a cette idée aussi de faire quelque chose de vraiment, pour le coup, artist friendly, vraiment pour les artistes dans le projet Roomba. Tu nous as parlé d'une des spécificités de Roomba, ces layers que les animateurs ne connaissent pas du tout dans Maya, parce que tu n'animes pas comme ça dans Maya. Pour des gens qui trouvent la solution idéale, est-ce que c'est pas un peu déstabilisant? Est-ce qu'il faut pas les convaincre que ça va être un peu plus simple d'utiliser des layers en animant à partir de ces couches-là pour rajouter des effets, structurer ton animation et que ce soit peut-être un peu plus facile de faire des modifs derrière? Bah, c'est ça, tu vois, en le disant, tu vois tout de suite à quoi ça sert. Tu te dis tout de suite, ah bah ça y est, je vais travailler de façon non destructive, je vais pouvoir essayer des choses. Alors, en fait, il y a des layers dans Maya, mais je vais pas dire qu'ils marchent pas bien, ils marchent de façon un peu bizarre, c'est pas très agréable. Et du coup, là, il y a les animateurs qui les utilisent un peu et ceux qui les aiment pas parce qu'ils ont une mauvaise expérience de ces layers dans Maya. Donc, cette deuxième catégorie, il faut commencer à les rassurer, leur montrer comment ça marche, que c'est vraiment naturel, que ça fait comme Photoshop en fait, et que voilà, et que tu les as toujours sous les yeux, que ça te permet de structurer, isoler, simplifier ton projet, essayer des choses, etc. Et en général, en général, ils s'y mettent. Ils se mettent à les utiliser, même s'ils les utilisaient pas dans Maya. Et sinon, au pire, bah, ils en utilisent qu'un et ils sont comme dans Maya, quoi. J'ai vu une démo, je crois que c'est toi qui la faisais, sur un cheval où tu montes, le fonctionnement de ces layers et au début, j'étais vraiment, un peu, je sais pas, critique en me disant: «Qu'est-ce que ça peut apporter à une animation des layers?» C'est quand même un peu bizarre d'appliquer cette, logique de Photoshop et en fait, avec ces démos du cheval, ça clarifie énormément. Tu as ce cycle de marche qui est sur un layer, tu as, par contre des détails que tu vas mettre sur la tête où tu vas choisir avec l'opacité si, en fait, tu veux que ce soit beaucoup plus, présent, son petit hochement et puis derrière, tu vas t'éclater en faisant peut-être différents tests, d'anime faciale du cheval où, soit il a une attitude 1 ou une attitude B et la mixer, tout en ayant la flexibilité de dire mon anime juste faciale, elle marche pas, delete, et puis t'en refais une autre alors que Ouais, tout ton cycle de marche fonctionne. Et c'est là où je trouve c'est vachement user-friendly dans cette itération. Si demain tu as des retours ou autre, bah, c'est très facile de juste reprendre les clés de ton layer 1 ou de ton layer 2, mais pas remettre en question toutes tes poses et toute ton anime, quoi. ouais, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Et au-delà de ça, en plus, ça mélange deux outils. Finalement, la façon dont on le présente, tu retrouves donc la timeline classique que tu as dans les Mm, mm. logiciels d'animation avec tes clés, mais sous Mm. forme d'une sorte de dub sheet. Donc, le dub sheet, c'est une autre vue de Maya qui permet de voir les clés, mais par objet ou par groupe d'objets.
Mais là, du coup, c'est toi qui vas organiser finalement les lignes que tu veux voir, où tu veux séparer les timings. Parce qu'il n'y a que Mmh, l'animateur qui sait. En gros, ce qui l'arrange, c'est d'avoir une ligne de temps, une timeline, par, par type de timing, c'est-à-dire par type d'objets qui auront les clés mmh, aux mêmes endroits. mmh, mmh, Typiquement, deux personnages. Tu vas avoir deux personnages dans le plan. Il va probablement faire un layer pour chaque personnage parce que chaque personnage aura son propre timing, aura ses mmh, propres mmh. clés principales. Et là, d'entrée de jeu, c'est lui qui décide. Voilà ce que je clé, voilà ce que sur les objets sur lesquels je vais mettre des clés parce qu'ils ont le même timing. C'est lui qui organise ça et il se retrouve tout de suite avec finalement une super dope sheet qui est optimisée pour son plan et qu'il a fabriqué lui-même quoi. Il y a ce côté-là aussi, c'est que du coup ça mélange la dope sheet et la timeline classique. Et c'est aussi ça qui rend, je pense, le truc intéressant. Et normalement, un peu plus clair, quand tu animes et comme tu le dis que tu as plusieurs objets, tu peux vraiment le personnaliser et customiser, pour, Mm. gagner en visibilité et encore une fois en productivité pour, itérer, plus rapidement. C'est ça. Tu as parlé un peu en intro, du rig aussi, dans Maya qui est vachement, obsolète. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui le rig il est géré dans Roomba Mm. ou ça le sera ou vous voulez, encore créer un autre soft, pour gérer le rig en parallèle? Ouais, ouais, donc évidemment c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Donc pour l'instant il y a rien dans Roomba quand tu le télécharges. Tu peux juste exporter un rig Maya et l'utiliser Ouais. dans Roomba. C'est vraiment purement un soft d'animation. Et on travaille sur la version rig qui sera donc dans le Roomba 2, Roomba 2.0. Donc c'est pas encore clair sous quelle forme on va le présenter, mais ça va être probablement un soft à côté ou le même soft mais configuré en mode rigging. Ce sera pas le soft d'anime. Le soft d'anime va rester le soft d'anime et il y aura un autre mode de ce soft dans lequel on vient fabriquer un personnage qu'on pourra ensuite référencer dans un plan d'anime. Donc nous on fait vraiment la distinction entre la création d'un personnage et ensuite son exploitation. Ce qui est, je pense, qui est vraiment important. Tout le monde est très content qu'on mélange pas les deux parce que c'est un des trucs qui fait que Maya est un petit peu compliqué. Donc il y a donc ça va être quasiment le même éditeur mais configuré un peu différemment. Mais par contre donc c'est pas dans les méthodes de rigging en soi, ou la structure d'un rig ou dans les techniques de rig qu'on va innover le plus. On va proposer des nouvelles choses, mais c'est surtout dans la façon de développer un rig, de produire un rig tous les jours, quoi. Voilà. Mmh. Sinon, tu as un film qui démarre, il y a 40 personnages à riguer. Combien de temps on met à riguer 40 personnages? Et donc, les gens qui ont ces problématiques-là aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent du temps ils investissent du temps en R&D pour développer ce qu'on appelle un autorig en général. C'est ce qu'ils vont faire dans les grands studios. Même tous les studios font ça, ou ils vont en acheter un à quelqu'un, ou ils vont le faire sous-traiter et pour pouvoir produire efficacement des personnages. Si tu prends Maya sorti de la boîte, Maya sur l'étagère, et que tu te mets à faire un personnage, c'est extrêmement long. Et si tu veux en faire 40, il faut que tu te poses la question de comment je rends ça productif. Et donc Mmh tu mh. vas fabriquer un outil de productivité qu'on appelle un autorig en général, qui est quelque chose d'assez technique à faire, qui souvent est maintenu par une seule personne dans le studio, quelqu'un de très fort, qui connaît Maya par cœur, qui fait du Python, etc. Et qui va mettre beaucoup de temps à développer ce logiciel. C'est un vrai projet, un Motorix, c'est un projet logiciel très complexe. Et en gros, ce que nous on va proposer, c'est une façon bien plus simple de faire des autorigs. On va proposer un rig, bien sûr, on va montrer des rigs faits avec notre système, des autorigs faits avec notre système, mais c'est surtout un outil pour augmenter la productivité de la fabrication des rigs. Voilà, en gros, quoi. Donc en gros, ça sert à riguer, mais au-delà de ça, ça sert à fabriquer des autorigs sans écrire une ligne de Python, avec que du nodal, un truc très joli, très simple à utiliser, où encore une fois, on va se reconcentrer sur le métier du rigueur, c'est-à-dire la déformation, la structure du rig de contrôle, plus que sur les détails techniques de comment je fais ça dans Maya. Voilà. Et Ça puis va tu être vas le beaucoup rendre plus simple à exploiter. Et puis tu vas peut-être le rendre aussi accessible à des studios qui n'avaient pas, les moyens ou le temps d'avoir des autorigs, ou de développer ça en interne, qui du coup se donnaient des limites parce que, ils pouvaient faire que 2 ou 3 persos, mais ils pouvaient pas taper dans les 40, Bah, c'est au ça. vu de la complexité. Bah, très rapidement, on espère que l'autorig qu'on va fournir en démo, donc au début on va avoir un bipède assez basique, ensuite il va Mmh être un mh. peu plus amélioré. On espère que rapidement ça devienne un très bon autorig, genre, au niveau de ce qu'on trouve sur les autorigs
sur Internet aujourd'hui, hein, je sais pas, comme M-Gear ou Advanced Skeleton, ce genre de choses, quoi. Donc, très rapidement, on espère que le rig qui va être fourni avec va être déjà de top qualité, mais surtout, il est fourni avec la recette. C'est-à-dire que tu l'ouvres, tu rentres dans le nodal, tu comprends tout de suite, ok, j'ai un bras, j'ai un deuxième bras, tu vas dans le bras, tu dis, il me manque ce truc-là sur le bras que j'aime bien avoir, ou mes animateurs, ils veulent ce truc-là, ils l'ont pas mis dans leur rig. Pour toi, tout de suite, c'est très naturel de savoir ce qu'il va falloir faire pour le mettre là-dedans et le rendre et l'avoir ensuite tout le temps sur tous les prochains rigs qui vont être faits, le faire rentrer dans le pipe, quoi. Et tout ça sans écrire de Python, sans rien faire de complexe. Donc pour arriver là, on peut pas le faire dans Maya. Ça. Il y a des trucs fondamentaux dans les concepts de Maya qui empêchent de le faire, qu'il faut résoudre. Et au-delà de ça, enfin vraiment, on fait un truc aux petits oignons pour les rigueurs. Ils vont un super éditeur nodal, on espère un des meilleurs du marché. Donc là, le truc nodal, génial. Ils vont avoir un langage de script où ils vont pouvoir écrire en Python s'ils veulent, ils sont pas obligés. Ils vont pouvoir fabriquer des nœuds qui avant ils devaient faire en plugin C++. Et ça, ils vont pouvoir le faire eux-mêmes en Python s'ils veulent faire des trucs un petit peu avancés. Donc ils vont pouvoir remplacer rapidement des milliers de nœuds, des grosses arborescences de nœuds qu'ils faisaient dans Maya, qui généraient dans Maya. Ils vont pouvoir les remplacer par un petit bout de script qui va aller à la même vitesse qu'un plugin C++. Ça va vraiment les aider. Et ils vont pouvoir surtout traiter de l'information de façon un petit peu plus méta, un petit peu plus haut niveau. Ils vont plus être obligés de déformer la chaussure gauche, la chaussure droite, le pantalon. Ils vont pouvoir dire j'applique mon déformeur sur toute une scène, une scène d'objets. Via une connexion dans le nodal, ils vont pouvoir faire voyager une arborescence d'objets ou un squelette entier, par exemple. Ils vont pouvoir dire bah, voilà, j'ai tout un squelette, mais j'aimerais rajouter des joints dedans pour pouvoir faire mon twist automatiquement. Ils vont pouvoir exprimer ce genre de choses procéduralement. Là, ça va ressembler plus à Houdini, sans copier Houdini, mais ça va être des choses plus à la Houdini qui vont apparaître. Parce que Houdini n'a pas trop ce côté scène, valeur de scène graph, mais ça va être tout procédural en nodal et exprimé, mais à un niveau plus haut que celui qu'on a d'habitude dans Maya, où on est directement dans la matrice, dans la géométrie. Là, on va travailler sur de la scène, sur de l'arborescence, sur des squelettes directement, ce qui va pouvoir permettre de faire des trucs super cool et très vite, quoi. Ouais, et gagner en puissance en étant à un niveau plus haut et donner beaucoup plus d'outils et de flexibilité aux rigueurs. Et en modularité, hein, l'idée étant que derrière on peut détacher d'un rig, on détache un rig de bras, et ce rig de bras on peut le transposer, on peut refabriquer un deuxième bras. Enfin, si d'aventure un personnage avait deux bras gauches, idéalement on pourrait facilement transposer son rig de bras gauche, clac clac, pour lui faire un deuxième bras Le gauche. fameux perso à 3 bras. Voilà. Ouais, c'est ça. L'idée générale est de baisser le niveau de complexité du rigging de façon drastique et de fournir un outil qui permet de produire du rig facilement en quantité sans écrire une ligne de Python. Voilà, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment ça l'idée générale, quoi. De faire quelque chose de simple. Ce qu'on a aujourd'hui en shader, dans Guerilla par exemple, ce qu'on a aujourd'hui au shading, au lighting, mais appliqué au rigging. Vous nous disiez que ça prenait 10 ans avant de développer un logiciel. Ça sortira quand? Alors en 2032? Alors Rumba est sorti. Hein. Non, ça... Rumba est sorti. Non, mais pour la version rig alors. Ouais, on est encore en train de convaincre les premiers clients, mais là, je pense que on est vraiment sur ça va partir là, les premières prods. Mais sur le rig, ouais, je pense que les premières alphas vont sortir avant la fin de l'année. Je pense que c'est bien avancé. Hein. On a déjà la plupart des modules en place. On en est presque à faire les premiers rigs. Voilà. Ok, chouette. C'est du tout chaud, c'est pour bientôt, fin de l'année 2021. Ouais, alors moi je suis très très optimiste en général, mais je dirais avant la fin de l'année, on fait les premiers rigs. Ouais. Là, je pense que la situation est un peu différente, hein, puisqu'on essaie de. En fait, le rig devient. Le logiciel de rig n'est pas. On va pas le vendre séparément finalement de Roomba. C'est plus, un dommage collatéral de Roomba. Pas la pression, mais l'envie d'adoption de Roomba vient avant tout du logiciel d'animation. Le rig
il arrive par contrainte. Donc je pense que le logiciel de rig, enfin le module rig, il, il sortira pas dans 10 ans, non. Il sortira assez rapidement, le Ouais, plus ouais, non, bien rapidement sûr. possible, Non, hein, ouais. clairement. Et je pense qu'il sera adopté Oui, aussi oui, ça. rapidement que le soft d'animation. Faut bien imaginer qu'aujourd'hui, notre quotidien, c'est de faire tourner des rigs Maya, hein, et donc on a reverse engineeré un paquet en fait, on rejoue la structure du rig pour arriver à ce niveau de être capable de faire tourner un rig Maya tel quel, et on en fait tourner des vraiment, vraiment complexes, hein, de grands studios, des rigs de films, de films, voilà. Pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment tout reproduire à l'identique. On peut pas essayer d'adapter à un autre modèle. Donc on Mmh. fait chaque nœud, on le refait pareil, on le fait marcher pareil, on l'exporte brutalement et on essaie de le rejouer pareil. Et ce qui n'est pas du tout intéressant en termes de rigging, mais c'est le seul moyen de faire tourner un rig Maya, je pense, dans un autre soft. Et, le, et donc, il faut bien imaginer qu'en fait, on a déjà toutes les technos de nœuds, de déformation, on a déjà tout écrit dans ce cadre-là. Donc, en fait, tout est quasiment là. Et ce Mmh qui nous mh. manque, c'est un petit peu d'édition, donc ce fameux éditeur nodal qu'on a maintenant, ce langage de script sur lequel je parie beaucoup, vraiment je pense qu'il va changer la donne au quotidien pour les rigueurs les plus avancés, en tout cas, quoi. Ceux qui veulent faire les trucs les plus complexes, ils vont pouvoir. Ouais, ça vraiment, c'est quelque chose. Enfin, je suis quasiment sûr que ça va révolutionner le domaine. Et oui, voilà, la tâche n'est pas non plus très, très complexe. Il manque deux, trois choses. Et puis après, développer vraiment des rigs avec, fournir un premier bipède, fournir un premier quadripède, etc. Et qui donnera, probablement les gens, j'espère, les utiliseront tels quels. Et d'autres partiront de ça pour faire les leurs. Et d'autres continueront à utiliser leur rig Maya. Voilà, on aura les trois situations. Ouais, ils auront encore la possibilité de juste l'utiliser Roomba comme logiciel d'animation ou au contraire de Ouais, prendre la partie rig, ça reste très flexible et votre but c'est de s'intégrer dans des workflows qui peuvent être très différents donc c'est vous ça. laissez là-dessus, vous laissez le champ des possibles assez ouvert pour, C'est ça. s'adapter. Ouais, Ouais, parce que nous, s'il avait fallu ramener avec notre solution de rig en même temps que la solution d'animation et intégrer le soft dans des studios, de toute façon, on n'aurait jamais même passé la phase des tests, puisque un studio Mmh, n'aurait mmh mh. jamais, aurait toujours dit, bah non, j'ai mes rigs Maya, avant de pouvoir tester l'animation, il va falloir que je refasse mes rigs. Non, évidemment, c'est pas possible. De toute Ouais. façon, toute la partie de translation de rig Maya continuera d'exister, puisque c'est d'une part la seule façon de faire tester le soft d'animation aux gens qui sont intéressés, et, euh, et que tant qu'on n'a pas cette version de rig, on peut pas faire autrement. Mais la volonté, c'est de toujours avoir cette passerelle disponible, bien sûr. Mmh mh. OK. et, Dis-moi? Ouais, et du coup, juste pour ajouter un truc, c'est que du coup, ces dernières années, on a fait beaucoup de développement technologique autour de Roomba. On a tous une API on refait from scratch. Donc, on a refait tous les fondements d'un logiciel 3D, comment fonctionne le nodal, comment on l'étend avec des plugins, comment marche l'interface graphique avec l'éditeur nodal, voilà. Et en fait, on va aussi upgrader Guerilla. Donc, on a un projet qui s'appelle Guerilla 3 qui va en fait être Guerilla mais remonté sur le noyau central de Roomba. Donc, du coup, ça va donner un gros coup de modernité à Guerilla et ça va donner accès à Guerilla, à l'édition de Lighting, pas mal des outils qu'on utilise en rigging par exemple. Donc ça, c'est des trucs qu'on va voir apparaître dans l'année prochaine probablement. Typiquement, voilà, comme disait Ben, on peut pas changer on peut pas changer la géométrie, on peut pas changer les UV. On va peut-être pouvoir l'année prochaine, on va peut-être pouvoir sculpter de la géométrie dans Guerilla, comme on sculpte de la géométrie dans Je Roomba, parlerai etc. pas de la timeline pour le Euh, moment, hein. Je ouais, donnerai pas mais je donnerai pas des c'est la- timelines, hein, mais c'est attention. dans ce sens-là en tout cas, c'est dans ce sens-là que ça nous emmène. Et surtout pour nous, c'est hyper important de partager l'effort de développement entre les deux logiciels et que tout ce qu'on a fait ces dernières années sur Roomba soit valorisé dans Guerilla aussi et vice versa. Et du coup, les deux équipes vont s'aider mutuellement. Et du coup, voilà, ce cœur commun, c'est un projet maintenant séparé à part entière qui s'appelle Machina et sur lequel Guerilla 3 et Roomba sont fabriqués.
Que les 2 softs et ce que vous avez développé, s'apportent. Donc, vous faites, Voilà. aujourd'hui un peu cette bascule Ouais. où en tout cas, c'est en programmation ou en programmé pour, un futur qui sera 2022, mais pas que. Ça peut être C'est ça. 2023 aussi, on l'aura compris. Ouais, Non, c'est et ça. c'est long, hein, c'est quand même long de faire tout ça. On a toute la gymnastique interne tous les concepts internes de guérilla, on les transpose. Donc évidemment, c'est quand même moins compliqué que de les inventer de rien, mais ça prend quand même beaucoup de temps. C'est bien, j'allais vous demander, pour la dernière question, des annonces ou des choses que vous avez peut-être dans les cartons. Tu m'as devancé en y répondant, donc je pense qu'on a fait le tour, les gars. À moins que vous ayez encore une autre annonce et un énorme truc Ouais, bah à si, ouais, juste un truc, j'aurais bien aimé Ce, parler dans Roomba, c'est le. ce mec Ouais. est plein de secrets, hein, ce mais- mec mais- est plein de surprises. Ouais, vas-y, raconte. Non, mais en fait, j'ai oublié de parler de ça, mais du coup, dans le côté, qu'est-ce que les animateurs trouvent finalement en plus dans Roomba qu'ils n'ont pas dans Maya. Donc, on a parlé de la manip, les layers, tout ça, l'interactivité, la vitesse. Il y a un truc qu'on est en train de rajouter aussi, c'est la déformation à l'animation. Donc, on développe depuis quelques mois pas mal d'outils de déformation. Donc, c'est des déformeurs, mais pour l'animateur, vraiment pensé dans le cadre de l'animation. Comme par exemple sculpter sur un personnage qui est animé et sculpter dans le temps, c'est-à-dire pouvoir sculpter, mettre des clés de sculpt pour venir rajouter des détails qu'on n'arrive pas à faire avec le rig et que ce soit complètement intégré au soft d'anime et que ça soit hyper facile à faire avec des clés que tu poses, tu sculptes, tu effaces, tu reviens en arrière, tu smoothes la géométrie. Donc, et aussi d'autres déformations où tu mets des objets tu peux sélectionner des vertex, dire de les smoother, etc. Des trucs qui vont bouger avec la géométrie aussi dans des layers, tout ça exprimé dans des layers. Donc c'est des layers de déformation qui permettent à l'animateur de venir fixer des problèmes de déformation avec le rig là ou de faire des effets que le rig ne permet pas de faire, mais très facilement, de façon moderne et beaucoup plus moderne que, enfin, même là le sculpt, enfin, on a sorti des vidéos du sculpt, tu fais des choses que tu peux pas faire dans Maya du tout, hein, de sculpter sur de la géométrie animée, même avec les meilleurs outils de fixe des studios d'anime que je connais, ils peuvent pas faire ça, hein. Voilà. Donc ça c'est un OK. truc vraiment, je pense qui va aussi être important pour Umba, c'est toute la partie déformation à l'anime qui va être un peu plus, qui va être assez sympa, je pense. L'application, c'est soit pouvoir faire des animations où le perso cartoon peut énormément se rétrécir ou au contraire s'étirer et Mm, ça a tendance à faire cracher les rigs. Là, tu pourras, parce que ça va être géré par ces déformations-là, mm, ou au contraire fixer des problèmes de rig ou des déformations, des c'est fois ça. qui sont un peu extrêmes avec des interpolations ou autres. Là, de manière Mm. totalement ponctuelle, cette déformation, tu pourras la gérer. Ouais, En c'est gros, tout à c'est fait ça. ça. Ouais, c'est ça. Dans tous les studios, hein, ils ont les studios qui font beaucoup d'animes, hein, ils ont des outils de fixing qu'ils ont fabriqués avec les outils que Maya propose. Par exemple, ils vont te créer des trucs pour venir smoother localement, ou peut-être Mm, mm. activer une blend shape localement pour venir corriger un problème, avec des fois des workflows sympas, mais pas au niveau pas aussi sympa que ce qu'on a montré là dans les vidéos récentes. Et là, c'est complètement intégré dans le soft, c'est super élégant. Et ouais, ça sert à ça, ça sert à emmener le rig au-delà de ce que les contrôleurs permettent de faire et cleaner les problèmes, corriger les problèmes de déformation qu'il peut y avoir, les pincements, des choses comme ça. Cool. T'as Ouais, d'autres trucs que tu veux encore sortir ou ça y est, on là, a fait le tour là, de je toutes pense tes annonces? on est pas mal là, j'ai du boulot là. Je pense qu'on est pas mal aussi. Ça vous laisse beaucoup de pain sur la planche et pas mal Ouais, de taf encore à produire, mais c'est chouette, c'est une belle roadmap que vous avez devant vous. Et comme tu le disais un peu en intro, en présentant Roomba, c'était un milieu où et des générations ont vu que Maya et vous allez un petit peu le dépoussiérer en rendant ça un peu moins archaïque et un peu plus user-friendly. Donc, cool, c'est un bel avenir qui peut se dessiner pour les animateurs et les riggers. Merci les gars. On va conclure ensemble l'épisode si vous voulez bien. Je vais d'abord vous demander qui vous aimeriez entendre. Je crois que vous avez bossé un petit peu cette question en amont. on le dit en même temps quoi. Non. Bah, je sais pas si vous êtes Oui, d'accord, il me oui, ou semble, sinon. tout à l'heure on en a parlé, il me semble qu'on est d'accord. Moi, j'aimerais bien entendre Rachid Chic. Alors Tu peux Rachid, nous. Vas-y. c'est quelqu'un avec qui on bosse depuis cette fameuse péniche à Boulogne, c'est là qu'on l'a rencontré.
Et donc à l'époque, il faisait des shaders dans Renderman, il codait des shaders. C'est un graphiste qui est, je crois qu'il était connu au départ pour son travail dans ZBrush de modélisation sur les personnages. Il était un peu connu pour ça. Et il s'est mis à faire du Renderman, des shaders. Il s'est mis à écrire des shaders. À l'époque, c'était du code. Et on l'a rencontré à ce moment-là où il était dans le shader. Et depuis le jour où il nous a rencontrés, il a jamais rien fait d'autre que du rendu dans Guerilla, je crois. Et, Non, il a refait, il a continué à faire du Renderman un petit peu, il a refait des trucs. mais on est, Ouais. mais il a Mais eu ça a une, accroché il tout a de eu suite. Mais une, bref. ouais, il a eu une influence incroyable sur Guerrilla. Nous, enfin, c'était vraiment, il était fondamental vraiment dans le développement et l'utilisation de Guerilla. Et il est transverse sur tout. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable qui touche aussi bien en modeling qu'en shading, qu'en rig, qu'en compo, qu'en production. Il connaît parfaitement le métier de la prod. Enfin, Il a un super œil. Il comprend toutes les problématiques de gestion d'équipe, de la production. Il est capable de coder lui-même. Quand on l'emmerde et qu'on lui fait pas les outils qu'il veut, il les fait lui-même. Non, mais vraiment, c'est ça. ouais. Et je crois qu'il a pas été à la fac. C'est Non, quelqu'un d'incroyable. absolument autodidacte. Par contre, ouais, j'aimerais bien entendre son interview. Alors, je pense que ce sera peut-être difficile parce là, il est suivi sup sur une prod et moi-même, je peux à peine lui parler. Mais si tu arrives à le contacter et à l'avoir, ce serait parfait. Et puis si c'est pas tout de suite, ce sera quand sa prod C'est ça. sera terminée et je serai patiente. Ok. Donc on essaiera. Trop cool. Vous l'avez très bien vendu en tout cas et ça donne très très envie. Très cool. Merci beaucoup pour la bonne idée. Où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux, physiquement ou virtuellement? Moi, je suis physiquement à Nantes. Voilà, s'il y a des Nantais, une fois de temps en temps, vous me retrouverez au bistrot. En bas, par exemple, en bas de chez moi, il y a le lab. Sinon, il y a le bistrot chez ta mère. Bon, ici et là, c'est pas. Parfois à Rennes. Cyril. Cyril. Ça y est, c'est Non, tout quoi. Pas virtuellement, de. ce sera plus compliqué. Je suis pas du tout fan de. Je suis sur LinkedIn. Rien d'excitant, quoi. C'est tout, à peu près. Je n'ai rien de mieux. Et si on veut retrouver les démos que tu faisais à l'époque, elles sont en ligne quelque part? YouTube, ouais, sur le compte YouTube de Mercenaries et de Guerilla. Je suis vraiment très très mauvais communicant. Et c'est même Cyril qui faisait les démos, pas trop moi. Non, les démos, Ah, les démos de la bout. démocène. Ouais. Ouais. Oui, il y en a une que tu peux retrouver sur YouTube. Ça s'appelle Shaft 7. Le groupe c'est Bombe, BOMB et Shaft comme un puits numéro 7. Ok. Ça pique, hein. Avec les yeux d'aujourd'hui, ça pique fort. Ouais, mais c'était standing ovation à l'époque. Ouais, Hein. ouais. Ouais, c'est Ah sûr que ouais. c'est sûr qu'il faut se remettre dans le contexte. Et on se remettra dans le contexte et je pense que ça bouclera la boucle et l'introduction du début. Je mettrai le lien dans la description et au moins tous ceux qui n'ont jamais vu de démo scène, ça mettra une image qui pique, certes, mais une petite image. C'est pour ça que je suis toujours emmerdé quand Cyril en parle, parce que j'ai pas vraiment envie de le montrer. Il a du mal à montrer ses slips sales. Hein, Je comprends. Et Cyril, du coup, Rennes, c'est Et dit? bah ouais, Rennes. Moi, j'ai pas trop de bistrot de prédilection, mais plus sur Rennes. Sinon, pareil, je suis pas trop je suis pas très réseaux sociaux. Il y a Facebook, je l'ai abandonné il y a longtemps, mais je suis sur LinkedIn juste pour du showcase de Roomba. Je suis là souvent. C'est probablement la façon la plus simple de m'écrire, ou sur le Discord de Roomba aussi. Sur le Discord de Roomba, c'est facile de m'avoir. Ok, bah, Et je mettrai le Discord de Il y a, Roomba en il y a description. aussi le Ouais. Discord de ouais. Guerilla, j'ai oublié de le mentionner. Ouais. Vraiment tellement mauvais en communication.
Trop bien et puis je vais vous laisser, conclure avec le mot de la fin, soit vous êtes encore, d'accord et à l'unisson, soit, chacun a le droit de faire sa petite conclusion, vous êtes On libre. va voir. On en a pas discuté, mais moi j'ai un petit truc. Ah, ouais, moi je dirais quand tout va mal et qu'il y a plus de solution, qu'on n'arrive plus à coder le truc et on se dit, «Bon bah, on va faire un Tetris». Ah, il y a ça, il y a ça, il y À a faire un l'ancienne. Tetris et puis quand on est, quand on est dans le jus et que parce que des fois on en rigole là, mais des fois ça marche pas bien et des fois on déprime un peu et enfin, on en est presque à baisser les bras, on se dit: «Bon, au moins on se sera bien marré». C'est une belle aventure et une belle conclusion, ouais. Si au moins vous vous marrez et que vous prenez plaisir à le faire, C'est ça. l'essentiel est là. Ouais, Trop bien. Merci encore les gars, pour ce partage et bah, Merci à merci de à nous toi. toi, avoir, hein. donné beaucoup de petites pépites, où vous en êtes dans le développement et je trouve ça assez clair et on sent vraiment que vous développez ça pour des artistes, quitte à s'attaquer à chaque fois à des mastodontes, en se disant: «On peut faire mieux en faisant autrement» et c'est en plus cool que ce soit français donc bah, hâte de voir les prochaines versions de Guérilla et de Rumba qui sortiront, Cocorico. prochainement. Bah, c'est gentil, Merci. c'est gentil. Ouais, Cocorico, exactement. Et puis à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore là et qui ont apprécié l'épisode, je compte à chaque fois sur vous, mais j'ai vraiment besoin de ça. Parlez-en autour de vous et communiquez sur le podcast, partagez-le à vos potes et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à la semaine prochaine, à très vite. Salut! Ciao! Salut!